Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Bonjour et bienvenue. Et un grand merci à vous tous pour tout ce que vous faites. Là. On vous voit, on vous suit, vous vous abonnez, vous commentez, vous partagez. On aime ça, ça nous aide et on vous encourage à continuer à le faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez nous trouver sur YouTube. Abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux et évidemment sur les plateformes audio. On est littéralement partout. Il n'y a aucune excuse. Vous pouvez aller nous trouver, nous suivre et aimer ce qu'on fait. Comme je dis, ça nous aide énormément. Salim, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Et aussi, on va demander à nos amis, ceux qui nous écoutent, de partager. Ça nous aiderait beaucoup à faire grandir un petit peu la portée de d'élargir la portée de notre podcast. Alors, si vous aimez ça, vous pouvez partager ça par message texte, par WhatsApp. Vous pouvez partager ça via Messenger à vos amis, mais vous pouvez aussi les partager sur vos médias sociaux comme Twitter. Moi, je l'appelle toujours Twitter. Ouais, moi aussi. Sur Facebook, peut-être, pourquoi pas, sur Instagram, dans vos stories. Vous n'êtes pas obligé de tout faire systématiquement, mais s'il y a des morceaux, des bouts qui vous intéressent, des épisodes, pourquoi pas. Donc voilà. Et là, je pense que j'ai vu, je ne sais pas si c'est nouveau ou si je viens juste de le remarquer, mais sur Instagram, on peut... tu sais, il y a le share, pas le share, mais... Comme un commentaire sur la story, c'est ça? Non, tu sais, l'affaire que tu peux partager, et je sais pas si ça rentre dans ton feed à toi. Écoute, va falloir qu'on check ça parce que je crois que c'est en lien avec Threads, là, tu sais, l'espèce de Twitter de Facebook qui appartient à Facebook, là. Oui, je crois que c'est une sorte de... C'est comme une sorte de retweet. Okay, donc ça le partage là-bas. Regarde, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, ils sont perdus, ces deux gars-là. Ça vous donne une idée un peu de comment fonctionnent les opérations ici? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, la multiplication des plateformes, on n'en peut plus. Là, t'en maîtrises une, le temps que t'en maîtrises une, l'autre a changé, etc. Bon. Alors oui, il faut suivre les tendances, mais là, à un moment donné... Mais non, exact. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est partout, vous pouvez nous trouver, partager, ça nous aide énormément. On a eu une bonne semaine, on a eu des invités, ça s'est bien passé. On a eu un invité? Oui, je parle aussi de la semaine d'avant avec Doreen Assad, la mairesse de Brossard, et évidemment, on a eu Christian Savard cette semaine, à ces épisodes-là. Christian Savard de Vivre en Ville, un organisme qui œuvre dans le milieu municipal. L'idée de ça, c'était un petit peu de mettre la table pour le municipal. Donc, on va parler un peu de municipal, forcément, c'est les élections municipales, mais on va quand même parler de beaucoup de politique québécoise et même fédérale, politique fédérale dans cet automne, là, parce que ça va être quand même un automne assez chaud. Puis d'ailleurs, l'actualité est assez chaude en ce moment même au provincial. Exactement, une semaine bien occupée à Québec. On commence... Bon, on va parler un peu du premier ministre qui est allé à la commission Galland. Il y a plein d'affaires qui se passent. Une semaine... Ça s'est mal passé, là. Pour le coup, on va y revenir durant l'épisode aussi, là, mais une chose après l'autre, là, pour n'importe qui regarde ça de l'extérieur, il se demande, oh my God, quoi d'autre, là? Qu'est-ce qui va arriver d'autre, là, à ce gouvernement-là? Il n'y a rien, c'est une pente descendante, on l'a déjà dit, puis je ne sais pas s'ils vont pouvoir rebondir, mais on va parler de ça. On va avoir une prorogation, peut-être c'est certainement un remaniement, et on va parler d'autres petites choses aussi. Commençons par la commission. Donc, le premier ministre qui se présente devant la commission Galland. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la commission qui est en train d'étudier le dépassement des coûts sur ces nouvelles plateformes numériques à la SAC. Je pense que les gens quand même ont dû entendre quand même pas mal parler de ça, mais tu sais, on a un premier ministre, le gars, j'ai pris quelques petites notes là par rapport à tout ce qu'il a pu dire. Ben, d'abord, George, ce qui est important de dire, c'est que un premier ministre
qui s'en va à une commission d'enquête publique, c'est pas quelque chose nécessairement de fréquent. Hein. Ça s'est passé il y a très, très, très longtemps. Déjà, je pense que je ne sais plus dans les années, je ne sais plus trop quoi, là, 40 ou 50, mais je ne sais pas trop quoi. Jean Charest était à la commission Bastarache. Ensuite, il y a eu, oui, et depuis, il y a eu effectivement Jean Charest qui a été à la commission Bastarache concernant le processus de nomination des juges. Exact. Puis, il y a eu, avant Jean Charest, mais il y a quand même eu Paul Martin, qui était premier ministre en exercice à l'époque pour la commission d'enquête sur le scandale des commandites. Les commandites, oui. Mais plus récemment, il y a eu aussi Justin Trudeau qui est allé à la commission sur la commission Rogue sur la gérance étrangère. Il y a eu plusieurs. Il a été appelé à plusieurs commissions. Je pense que la première, c'était avec toute la saga avec Wilson-Raybould. Le We Charity. Non, We Charity, puis par la suite, je me rappelle pas la dernière. Là. Mais c'est la commission Rogue pour l'ingérence étrangère. Exact. Donc c'est ça. Puis là, il était là, M. Legault. Alors, il a dû participer à la demande de la commission. Écoute, regarde, je vais pouvoir passer à travers quelques détails, mais sans rentrer trop dans les détails. Bon, c'est un exercice où il faut être plate. Et lui, comme son directeur de cabinet, Martin Koskinen, ont très bien réussi l'exercice, c'est-à-dire ils ont réussi à être plates. Parce que quand t'es pas plate, on parle, ça reste dans les médias, il y a des traces, etc. Là, en l'occurrence, ils sont quand même restés assez plates. Il n'y a pas grand-chose véritablement qu'on a appris. Alors, juste pour passer à peu près à travers mes notes, là. M. Legault qui lui a affirmé qu'il n'avait découvert les dépassements de coûts liés au projet SACLIC qu'en février 2025 avec le rapport de la vérificateur général. Donc, lui, avant ça, il n'avait jamais entendu parler de ça. Il dit aussi que, bien sûr qu'il avait vu les problèmes de la plateforme SACLIC en 2023, mais que pour lui, dans le fond, c'était juste une défaillance plus technique. Là, je pense qu'il parlait d'un problème d'implantation. Il dit... Alors, malgré le fait que, par exemple, lors des audiences de la commission Galland, même si il y a plusieurs preuves à l'effet que son cabinet était au courant dès 2020 des risques liés au coût de ce projet-là, et aussi le fait que le secrétaire général Yves Ouellette avait été informé en septembre 2022, juste un petit contexte rapide, septembre 2022, le gouvernement était en pleine élection, justement. Ouais. Malgré ça, lui, il n'avait jamais entendu parler de ça, jamais au grand jamais. Mais pour lui, surtout, ce qui le dérange, visiblement, c'est qu'il n'y ait pas eu de ligne de responsabilité claire. Il dit fondamentalement que ses ministres, à lui, Bonnardel et Guilbeault, donc les ministres respectifs, successifs, n'ont pas été pleinement informés des dépassements. En tout cas, c'était pas clair. Là. Que c'était des petites bribes d'infos ici et là, mais c'était pas nécessairement quelque chose de très clair. Il affirme aussi que la faille de tout ce fiasco-là vient de la SAQ. C'est une faille interne à la SAQ. Donc c'est ça. Et que il a dit, je pense pas qu'il aurait pu dire autrement en étant premier ministre du Québec, mais il dit que les citoyens du Québec, ils attendent qu'il y ait des conséquences claires à ce qui s'est passé. Donc là, je viens de résumer à peu près son témoignage à la commission Galland sur la question. Donc, il a été, j'ai envie de te dire, très, très plate. Ayant été très, très plate, tu comprends que la nouvelle, c'était pas tant ce qu'il avait dit. La nouvelle, c'était plus le fait qu'il ait été présent, le fait qu'il ait témoigné. C'était juste ça, la nouvelle. Une nouvelle que... peut-être que tu avais envie de dire quelque chose là-dessus. Non, vas-y, continue. Une nouvelle qui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que la question de Nordvolt, là, ils ont annoncé la fin du projet de Nordvolt, bizarrement le 2 septembre, la journée même où le Premier ministre était en train de témoigner. Le gouvernement jure que ça n'a rien à voir.
Moi, Tu crois ça? je vais te dire, comment est-ce qu'on peut contrôler le message? Tu sais, ça, c'est quand tu travailles au gouvernement, là, c'est OK, on a plusieurs choses qui arrivent. Quelle journée ça tombe? Est-ce qu'on peut le repousser? Tu sais, il y a toute une stratégie de communication en arrière-scène, évidemment. Nous, on connaît ça. Moi, je pense pas que c'est... Regarde, moi, je pointerai pas du doigt, mais puis je veux bien donner le bénéfice du doute à certaines personnes que j'estime d'ailleurs dans ce gouvernement. Mais, comment je vais dire ça? Moi, d'une manière générale, je ne crois pas aux coïncidences. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait un deadline du 1er septembre où Nordvolt devait fournir tout un plan pour la suite des choses, etc. au gouvernement. Oui, il y a une compagnie, là, je ne sais plus trop, je pense qu'elle est américaine ou je ne sais trop quoi, là, qui avait... non, elle n'est pas... Bon, en tout cas, je ne me souviens plus. Là. Honnêtement, j'en perds des bouts parce que avec tout ce que je lis là, sur l'actualité, je n'arrive pas nécessairement à me souvenir des noms et tout, là, mais la compagnie qui a repris Nordvolt en Suède, Layton, je crois, mais je peux me tromper, là, excuse-moi, là, ça m'échappe. Mais c'est sûr, ils ont eu des discussions avec le gouvernement du Québec, puis les discussions ont mené nulle part. Donc, les activités nord-américaines de Nordvolt, ils n'allaient pas les reprendre. Puis je crois que le gouvernement aussi devait être, comment je vais dire ça, écœuré de tout ce qui a pu se passer, puis de tout le prix politique qu'ils ont perdu là-dedans. Donc, tu comprends que les conditions de Layton d'aller chercher Nordvolt pour rien du tout, sans les garanties, sans rien du tout. Ils veulent garder les blocs d'énergie. Je pense que c'était 352 mégawatts, etc. Tu sais, tu manques d'énergie au Québec pour les entreprises québécoises là, qui demandent des blocs d'électricité. Mais là, tu sais, tu vas le réserver à une compagnie pas si solide qui rachète une start-up qui finalement s'est révélée pas si solide. Puis ça commençait à être un peu tiré par les cheveux. Fait que bref, en tout cas, tout ça pour dire que, alors oui, c'est vrai qu'il y avait ce deadline-là du 1er septembre. Mais est-ce que ça a changé quelque chose d'en faire l'annonce? Pourquoi pas faire l'annonce le 4, le 8? Je pense pas qu'il y avait... Alors moi, je crois pas aux coïncidences, mais regarde. Non, exactement. Puis en plus de ça, il y a toute la question de... Et ça, c'est arrivé avec Bombardier, qui a été acheté par Airbus, là, les avions, là, les C-Series, là, je pense que c'était le gouvernement de Couillard qui a investi là-dedans, puis ça a été racheté par Airbus en France, puis tout le monde est revenu dire, mais tout l'argent que le Québec a investi là-dedans, ben on a tout perdu ça. Même chose pour Nordvolt. On parle de plus de 500 milliards de dollars que le gouvernement avait investi. La moitié presque allait à la compagnie mère. Ça, c'est fini, c'est perdu. Puis là, il reste le bout, il avait donné comme prêt pour l'achat du terrain que le gouvernement espère ravoir. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir faire quelque chose. De toute manière, c'est beaucoup d'argent. C'est une grande perte. Et ça, c'était le gros projet. Hein, moi, je me rappelle encore l'annonce, là. C'était la grosse affaire 7 avec... milliards avec oui, Justin Trudeau. Oui. Tu sais, toute la fin, c'était le petit bébé de Fitzgibbon. Puis... de François-Philippe Champagne aussi, qui lui, par contre... n'a pas investi, donc n'a rien perdu, parce que lui, le gouvernement fédéral, s'était engagé à investir à partir du moment où les batteries électriques allaient commencer à être produites. Ouais. On n'est pas là, hein. Ils ont à peine eu le temps de décontaminer leur terrain et de contaminer la rivière à côté. Ouais, c'est ça. mais enfin bref. Tu sais, on va se le dire. Une filière batterie, c'est pas mauvais. Même que c'est pas mal intéressant pour une place comme le Québec. Je ne sais pas, donc je veux pas faire je veux pas commenter sans avoir un minimum, si tu veux, de savoir là-dessus, là, mais j'ai comme l'impression que ça n'a pas nécessairement été amené de la meilleure des manières
Donc voilà. Alors oui, nous comme contribuables, c'est-à-dire le gouvernement du Québec a perdu plus de 200 millions de dollars qui avaient été investis dans la maison mère de Nordvolt. Ça, on ne va jamais récupérer ça, c'est clair. Ensuite, oui, on est comme gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, donc nous comme contribuables, on va pouvoir peut-être récupérer une partie des sous qui ont été investis notamment pour l'achat du terrain. Le terrain est en garantie et le gouvernement du Québec est en premier rang dans les créanciers. Donc, ça veut dire qu'il passe avant les autres créanciers. Donc, donc je pense qu'il y a possibilité d'aller chercher des sous là-dedans. Ben, je suis assez confiant, moi. Tu sais, comme la ministre Fréchette, d'ailleurs, l'a dit, moi, je pense aussi que le gouvernement du Québec va être en mesure de limiter la casse, mais on va se le dire, il y a quand même beaucoup de pertes. Là, oui. Donc, c'est un peu ça. Nordvolt avait gardé 200 millions dans ses coffres aussi. Donc, j'imagine que le gouvernement du Québec va être en mesure d'aller chercher une partie de cet argent-là. Bref, tout ça pour dire, on a parlé de Nordvolt, mais c'était pas le sujet trop, mais c'était plus pour dire que cette nouvelle-ci de Nordvolt a fait en sorte quand même que ça a atténué, disons. Exact, ouais. Ça a atténué. Tu essaies d'éclipser un peu le passage du premier ministre à la commission. C'est ça, c'est-à-dire au lieu qu'il y ait que ça comme nouvelle, il y avait une autre nouvelle. Mais en même temps, c'est quand même de l'information négative sur ton gouvernement. Tu comprends? Le premier ministre est devant la commission qui étudie un scandale et tout le monde, il n'y a personne qui croit que les élus n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Et de l'autre côté, tu as un de tes plus gros projets qui tombe à l'eau. Tu comprends? Puis les deux, tu décides, bon, regarde, on va le faire ça en même... Tant mieux, c'est fait. Ouais. Une shot, là, on enlève le band-aid là, tout de suite. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mais t'imagines, parce que tantôt, je te disais, ils auraient pu le faire un peu plus tard, mais un peu plus tard, il y a aussi le remaniement. Tu veux-tu le faire pendant le remaniement? Ouais. Donc, en tout cas, regarde, et en plus de ça... il ne faut pas oublier qu'il y a une enquête de la vérificatrice générale sur la filière batterie. Donc, je te rappelle que la dernière fois qu'il y a eu une enquête de la vérificatrice générale, ça donne la commission gagnante. On s'est ramassé avec la commission, exact. Exact. Donc, bonne chance à celui ou celle qui va occuper le ministère de l'économie. Non, ça va mal. Puis en plus de ça, puisqu'on parle de la commission Galland, il y a aussi l'UPAC qui fait une enquête sur le processus de soumission des contrats de la SAC. Des contrats, oui. Des contrats de consultation. L'appel d'offres, là, ouais, c'est ça. En tout cas, honnêtement, je ne suis pas les enquêtes policières, fait que je sais pas ça trop. Je dis ça pour dire qu'il y a tellement d'affaires là, qui suivent un après l'autre. Je sais juste qu'il faisait de l'obstruction en raison de ce qu'on appelle le privilège entre un client et son avocat. Puis j'arrive pas à croire que la SAQ a pu faire de l'obstruction à ça. Heureusement que le gouvernement lui a mis la pression publique pour pouvoir accepter de tout remettre et d'ouvrir, en tout cas, de permettre l'utilisation des documents qui ont été saisis par l'UPAC au moment où ils avaient fait leur descente dans les bureaux de la SAQ. Donc, c'est parfait. On en saura plus dans 2 mois, qu'on disait. Je me dis 2 mois, c'est beaucoup, mais enfin bref, ils disent 2 mois. Donc voilà, c'est un peu là qu'on en est. Je trouve que c'est plate quand même comme discussion. Parce que pour moi, ça, tu vois, c'est pas de la politique constructive. Non, c'est ça. Mais en même temps... Mais reste que ça fait de l'actualité, puis on regarde la télévision, puis c'est juste ça qu'on est en train de voir. Puis trouve-moi une commission, Salim, qui a été excitante. Tu comprends? C'est toujours comme ça, c'est plate. C'est un travail qui est fait. Puis à la fin, on va se dire les vraies choses. Là. Est-ce qu'il va y avoir grand-chose qui va changer ou qui va affecter quoi que ce soit? Je ne sais pas. Toute la pression maintenant, c'est justement ce que tu disais tantôt. Est-ce qu'il va y avoir, pour une première fois, des répercussions tangibles? Est-ce qu'il y a des têtes qui vont tomber? C'est juste ça que... C'est la frustration qui vient. Mais attends, reprenons ton propos parce qu'il est super important. Parce que tu vois, les commissions d'enquête, elles sont à la fois très importantes à mener pour aller au fond des choses. Mais en même temps, il faut se le dire aussi, les commissions d'enquête,
ça peut aller aussi un peu dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, ça ne veut pas dire que leurs conclusions ne vont pas nécessairement être bonnes. Mais les commissions, quand je te dis ça va dans tous les sens, c'est que tu sais, quand tu ramènes tous les témoins, puis que chacun donne sa version, puis chacun donne son point de vue, puis parfois il y en a certains qui tournent les coins ronds, puis d'autres qui au contraire donnent trop de détails. Quand je dis trop de détails, c'est-à-dire des détails qui viennent ouvrir qui viennent susciter des doutes qui n'auraient pas nécessairement lieu d'être, et donc là on se ramasse à aller sur d'autres choses un peu connexes, etc. Ça fait du tort, et parfois ça fait du tort, oui, au gouvernement en place, parce qu'on s'entend, ça ne fait pas de tort à quelqu'un d'autre que le gouvernement en place, toujours, même quand le gouvernement en place n'a pas nécessairement grand-chose à se reprocher. Je ne te dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui ou que ça n'a pas été le cas dans le passé, mais d'une manière générale, c'est que ça tire un peu dans tous les sens. Moi, je me souviens à l'époque où les libéraux résistaient un petit peu à déclencher la commission d'enquête sur l'industrie de la construction. L'idée à l'époque, c'était de dire, nous, les bandits, on veut les voir en prison, pas à la télévision. Là, pourquoi? Parce que quand tu vas témoigner dans une commission d'enquête publique, ça vient avec une forme aussi d'immunité qui fait en sorte que tu pourrais par la suite ne pas... En fait, si tu es coupable de quelque chose, tu viens déballer tes erreurs d'une manière ou d'une autre, directement ou plus indirectement, dans la commission. Puis là, tout d'un coup, t'es plus ou pas trop touchable par la justice, disons, pénale par la suite, là, ou criminelle, là, d'ailleurs. Ouais. Alors, tu sais... mais bon, la suite a démontré que finalement, de résister, c'est jamais une bonne chose, parce que tu résistes, et finalement, tu finis par céder, mais on va juste retenir que tu as résisté et on va conclure que tu as quelque chose à te reprocher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, sur ce balado, je disais au printemps dernier, tabarouette, juste go avec la commission. Là, si tu la mets pas en place, ça donne l'impression que tu as quelque chose à te reprocher. Tu vas la perdre, cette bataille, fait que résiste pas. Puis, effectivement, Legault a pas résisté. Sa résistance a duré, je sais pas moi, 3-4 jours, une semaine, j'en sais rien, là, mais après ça, il l'a déclenché. Merci, bonsoir, c'était terminé. Là, et c'est ce qu'on dit, le timing est tellement mauvais parce qu'il y a plein d'autres choses. Puis là, on parle on va passer à l'autre sujet. Le remaniement? On va parler de remaniement. Le remaniement maintenant ou la prorogation? Ah, tu veux parler de la prorogation? Oui, on va parler de ça. Parce que techniquement, le Parlement était supposé de siéger à partir de la semaine... 16, je crois. C'est pas le 16? Je pense que c'était la semaine prochaine. Oui, mais non, pas la semaine prochaine. Non, parce qu'il y avait les caucus la semaine prochaine. Donc, c'est 16. C'est le 16. Puis, ils vont retarder ça de 2 semaines. Donc, ils vont revenir en chambre le 30, je pense, ou je sais pas quel jour. Oui, ils reviennent le 30. Exact. Pas une énorme prorogation, mais quand même, c'est 2 semaines que tu enlèves aux députés qui étaient censés de siéger. La raison pour ça, M. Legault dit, on planifie un remaniement, donc il faut donner le temps aux nouveaux ministres de se familiariser avec leur dossier, etc., etc. Et je comprends le point de vue des oppositions. Tu avais tout l'été. Tu avais tout l'été de faire ton remaniement, de trouver tes ministres, leur donner amplement de temps pour se familiariser avec les dossiers, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Moi, je pense que la CAQ se trouve dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes. Monsieur Legault, premièrement, puis on l'a dit sur ce balado, c'est difficile à croire qu'avec l'état de la CAQ cette année, puis même l'année passée, que M. Legault va se présenter. Bon, il dit qu'il va se présenter, qu'il sera là pour l'élection. Je le doute toujours, mais en même temps, comme on a dit précédemment à un autre épisode, il n'y a pas autre choix que de faire un remaniement avec une équipe qui sera là pour faire l'élection. Il doit, si ce sera lui qui va mener la campagne pour la CAQ, son remaniement doit refléter son équipe électorale aussi. Et là est le gros défi, parce que qui va être là, qui ne sera pas là. Il y a certains qui ont déjà annoncé qu'ils ne seront pas là. D'autres, comme M. Dubé, par exemple, qui dit « Je ne me représente pas, mais j'aimerais garder le ministère, je vais aller jusqu'au bout du mandat. » Bon, c'est un choix. Tu ne peux pas vraiment dire à M. Dubé « Si tu ne te représentes pas, je te nomme pas ministre. » Tu peux pas éviter un gars comme ça dans ton cabinet ministériel. Donc, c'est pas facile, la tâche. Déjà, la tâche n'est pas facile de nommer ton conseil de ministre, mais en
même temps, quand tu ne sais pas qui sera là ou non, ça devient encore plus difficile. Donc, ça, c'est l'excuse, le raisonnement du gouvernement plutôt, que, bon, on a besoin de laisser le temps au ministre de se familiariser. C'est juste une autre mauvaise nouvelle. Parce que c'est quoi la crise, normalement, qui te fait croire qu'il est nécessaire de proroger un Parlement, tu comprends? Puis est-ce que vraiment le fait que ton remaniement se fait plus... puisque tu as retardé ton remaniement, ça justifie de repousser la session parlementaire? I don't know, ça paraît très mal et ça donne l'impression aux gens que derrière ça, il y a d'autres problèmes et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'autres problèmes dans son caucus. Ben, c'est sûr. Mais tu vois, c'est vrai que plutôt que d'annoncer un remaniement 2 mois et quelques d'avance, il aurait peut-être pu penser, prendre le temps de le former, etc., etc. Mais tu sais, il y a aussi des choses qu'il ne contrôlait pas. Il ne contrôlait pas comment aller... d'abord, il fallait attendre Arthabasca. Ouais. Ensuite, il ne savait pas nécessairement... il imaginait que ça allait mal se passer, mais je veux dire... Disons qu'il y avait quand même quelque chose de politique qui se passait, puis ça devait attendre la fin de la partielle. Puis tant qu'à annoncer une bonne nouvelle qui allait être entachée par une défaite aussi cinglante... c'était mieux de le faire après. Tu vas me dire, ouais, mais Salim, le vote à Arthabasca, c'était genre quelque chose autour du 12-15 août. On est quand même quasiment un mois plus tard, là, tu sais. C'est vrai. Mais ensuite, il y avait la commission Galland. Et le problème de la commission Galland, c'est que tu ne sais pas non plus qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, là, tu sais. Bon, j'imagine qu'il devait anticiper certaines choses. Je ne crois pas que les témoignages de Bonnardel ou même de Geneviève Guilbeault, je ne crois pas que... il y a quelque chose qui a été dit à ce moment-là que le cabinet du Premier ministre, le Premier ministre et son directeur de cabinet eux-mêmes ne savaient pas déjà, mais ils ne savaient pas trop quel angle allait être pris par la commission Galland. Et qu'est-ce qu'elle allait ressortir? Donc, oui, puis ensuite, est-ce que tu les gardes ministres ou pas? Parce que je peux te dire que leur performance à la commission Galland va jouer sur... Monsieur Bonnardel, il reste pas. On lui donne une promotion ou on le rétrograde. Madame Guilbeault, pareil. Tu sais, c'est toutes ces questions qui vont se poser là, tu sais, qui se posent pour lui. Puis ensuite, il savait pas. Il n'imaginait pas lui-même un instant que la commission allait le convoquer. Là, il le convoque. Ben, c'est sûr qu'il n'allait pas procéder à un remaniement pendant que... Là, de ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir un remaniement la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Ça me fait penser que peut-être qu'on devrait faire un live, qui sait? Ouais, why not? Et comment dire? Et donc pour lui, c'est une question de timing. Là, il reporte un petit peu parce que forcément les choses se sont trop bousculées pour lui. Puis tu parlais d'un caucus qui est fâché. Mon Dieu, je pense que c'est un euphémisme que de dire ça. Pas plus tard que ce matin, on apprend qu'il y a un député de l'Abitibi, Pierre Dufour, si je ne m'abuse. Il faut rappeler que les 3 circonscriptions qui constituent l'Abitibi sont caquistes en ce moment. Mais il n'y a pas de ministre caquiste de l'Abitibi, de ministre abitibien au cabinet, au Conseil des ministres caquiste. Ce qui est quand même assez fou parce que tu peux pas ne pas représenter une région, ou en tout cas, c'est quand même assez sensible de ne pas le faire. Et si je ne m'abuse, je crois que c'est Mathieu Lacombe qui est responsable de la région, même si lui vient de l'Outaouais. Tu sais, c'est dur sur l'ego des 3 députés abitibiens, là, tu sais. Abitibien, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, de l'Abitibi, Témiscamingue. Alors, et là, il y en a un qui dit, Pierre Dufour, pour ne pas le nommer, qui dit, moi, si je ne suis pas renommé ministre, je démissionne, puis je m'en vais à la mairie de, je ne sais plus si c'était Rouen, non, de Val-d'Or, je crois. Écoute, là, je pense que j'ai jamais vu ça, moi d'ailleurs, un ministre qui dit publiquement, ça se dit en privé, mais et puis encore, tu le dis pas au PM en privé, tu sais, tu le dis à son entourage, tu fais passer le message, etc. Là, mais là, tu sais, de le dire publiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, il sait très bien qu'il va pas être ministre, ou à moins d'un miracle. Et il se dit, je vais le mettre dans le trouble. Parce que, tu sais, t'imagines le gars, là, il est en train de former, là, en ce moment, il a ses petits papiers, là, je vais mettre ministre, telle personne, etc.
Et tu penses qu'il va se dire, ah ouais, lui, je vais le prendre. Mais dès que tu le prends, la première question qui va être posée, l'aimez-vous encore, votre PM? Vous êtes en train de le critiquer il y a encore peu, blablabla, tu sais. Et que c'est manqué comme... Non, mais en même temps, pour c'est M. Dufour, hein, ouais. Si tu sais que la prochaine élection n'ira pas comme tu l'espères, là, parce que, tu sais, on regarde les chiffres, là, c'est quasiment impossible que la CAQ gagne la prochaine élection, à moins qu'il y ait quelque chose de miraculeux qui arrive, là. On se laisse toujours une place pour ça. Mais si ça t'intéresse de demeurer dans le monde politique, mais vas-y à la mairie, là. Peut-être tu as des meilleures chances de gagner la mairie, puis tu continues, puis tu es dans une position de pouvoir au lieu d'être en opposition qu'il y ait quelque chose peut-être que tu n'aimes pas. Mais ça change quoi le fait que tu seras nommé ministre? Là? Tu sais quoi? Ça va te donner une année de plus? Là? Même pas. Tu vas faire quoi? So, shut your mouth. Va à la mairie. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, c'est fait exprès pour mettre des bâtons dans les roues. De créer une petite affaire. Là, tu sais, et c'est certainement pas nouveau. Là. Moi, je suis sûr et certain que ce mécontentement existe depuis longtemps dans le caucus. Mais... Bon, je pense que la personne en question, sauf erreur, et l'avenir, le proche avenir nous le dira, parce que les élections municipales sont dans vraiment pas longtemps, donc ça ne mettra pas beaucoup de temps. Le monsieur ne va pas prendre beaucoup de temps avant de prendre sa décision. Mais moi, je crois que c'est déjà acté dans sa tête qu'il s'en va à la mairie. Non, oui, c'est ça. que moi, je pense que ce qu'il a surtout envie de montrer, en fait, il ne veut pas que sa campagne municipale soit malmenée en raison de son appartenance caquiste, parce qu'il sait que dans son coin, les caquistes sont plus en odeur de sainteté. Donc, autant faire une sortie pareille, prendre tes distances de Legault, montrer que tu es fâché, que même si tu as été caquiste, ben, comme le reste des Québécois, ben, tu es déçu. Puis là, tu mets Legault en difficulté, tu t'en vas, ça va faire une partielle. Lui, s'en va à la mairie. S'il y a quelqu'un qui lui dit « Ouais, mais toi, t'es un caquiste, je sais pas trop quoi », il va dire « Non, regarde, j'ai quitté la CAQ parce que je n'étais pas d'accord avec Legault, puis il a abandonné notre région, puis moi, je vais me battre pour notre région, et en étant maire, je vais me battre pour notre ville, blablabla. » Tu sais, c'est ça qui va se passer. En tout cas, à mon humble avis, on verra bien si le futur va me donner raison ou tort, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète, c'est comme ça que je le vois. On va y revenir, parce que tu as mentionné des élections partielles, ça sera certainement pas la seule, parce qu'il y a aussi l'ancienne ministre des municipalités, c'est quoi son nom? Madame Laforêt. Laforêt qui a annoncé hier qu'elle quittait pour briguer la mairie de Saguenay. Donc, il risque d'avoir peut-être 2 partiels. En tout cas, peut-être 2 partiels. En fait, excuse-moi. En fait, ce que tu dis est vrai, mais je veux juste le reformuler pour que ce soit clair. On sait déjà qu'il va y avoir une partielle dans Chicoutimi. La question, c'est de savoir est-ce qu'il va y en avoir une en Abitibi, parce qu'en Abitibi, il n'a pas démissionné, le monsieur. Ça se trouve... Oui, mais comme tu as dit, les élections arrivent dans même... Il va devoir faire quelque chose au moins dans le prochain mois. Sauf qu'on va s'entendre, là. 2 partiels, ça va être péquiste, là. Donc, puis déjà qu'ils sont passés de 3 à 6... il pourrait passer de 6 à 8 d'ici les élections. Puis ça les met en orbite pas à peu près, là, donc pour gagner les prochaines élections. Donc ça va être intéressant. Ouais, exact. Mais, George, veux-tu qu'on... Excuse-moi, j'aime pas être vulgaire, mais veux-tu qu'on foute la merde un peu? Oui, moi, je suis toujours... je veux toujours foutre la merde. Non, mais je vais juste te dire. Penses-tu... Là, au lieu de l'affirmer, je vais te poser la question pour voir si on va penser pareil. Madame Laforêt, elle a démissionné hier. Hier, c'était le 4 septembre. Alors, on est bon en mathématiques. La loi électorale veut que tu déclenches une partielle dans les 6 mois. Donc, hier, c'était le 4 septembre. Donc, 4 octobre, 4 novembre, 4 décembre, 4 janvier... Février-mars. 4 février, 4 mars. Il faudrait qu'elle soit déclenchée d'ici le 4 mars. Donc, un vote quelque part... En avril. Au début. Fin mars, début avril. Au printemps. Ouais. Disons, on va dire au printemps. Est-ce que M. Legault, il veut vraiment perdre une partielle, une autre, aux mains du Parti québécois, genre
à 2-3 mois de la fin de la session parlementaire, de la dernière session parlementaire du mandat, et à quelques mois des élections. Est-ce que tu penses qu'il pourrait être tenté Déclencher une générale. par déclencher une générale? Oui, oui. Ben, c'est comme tu as dit, 100%, je pense que oui. Tu sais que tu vas perdre les partiels. Tu sais, look, à moins qu'il y ait quelque chose de miraculeux qui ramène la CAQ en première place, puis tu fais les partiels comme un test. Ah, regarde, on a gagné une des deux, ça va quand même bien, puis OK, ça nous donne un peu d'élan. À moins qu'on a cette situation-là, il n'y a absolument aucune raison de faire des partiels au mois de mars-avril quand ta générale est à 4 mois de ça et tu sais que ça va aller de mal en pire. Ouais, mais, Donc, Antoine, je vais te dire Antoine, je sais même pas de qui. Mais George, pire encore, c'est que, tu sais, comment dire, le discours de Legault qui a fait après Arthabasca, ouais. tu sais, il venait déjà après celui de Terrebonne. Penses-tu vraiment que il peut encore tenir un discours pareil? Non, tu peux pas. C'est impossible. Tu peux pas. Fait que là, si c'est impossible, ça veut dire qu'il va vouloir les déclencher. Mais le problème qui va se poser, là, c'est que normalement, il aurait voulu probablement déposer un dernier budget, tu sais, une sorte de budget préélectoral qui dit grosso modo, bon, mais regardez, voilà ce que je propose, il est dans mon budget, tu sais. Qu'est-ce qu'il ferait? Il va-tu déposer un budget plus tôt? Là, regarde, à un moment, là, ça va être intéressant. Là, vraiment, là, ça, c'est le bout que moi, j'ai envie de voir. Ouais, à moins qu'il les déclenche le plus vite possible, puis on s'en débarrasse. Là, regarde, tu fais des partiels mois de décembre. Regarde, mois de décembre, on a des partiels. C'est les fêtes de Noël. Personne ne s'en fout. Il va les perdre anyway. L'attention médiatique, c'est les fêtes, tout ça. Les médias sont un peu plus calmes. On finit avec ça. Honnêtement, ce serait quasiment le meilleur... ce serait quasiment le meilleur des scénarios, mais même à ça, il va quand même falloir qu'il s'exprime sur des défaites de partiels. Oui, mais ça tombe dans les fêtes, les gens oublient, puis n'oublie pas une autre chose, Salim, ça donne toute l'année prochaine, les gens seront même plus là. Ils seront même plus là. Tandis que si tu l'as fait, premièrement, tu peux pas, comme tu as dit, il y a un problème à déclencher des élections générales au mois d'avril ou c'est 4 mars. Comme tu as dit, ça 4 mars pour les déclencher. Il a 6 mois pour les déclencher, mais c'est-à-dire... s'il attend jusqu'à la fin, là, la dernière possibilité possible, ça serait stupide de faire des partiels, sachant que tu vas les perdre et aller en général au mois de septembre-octobre, qui arrive. C'est la pire stratégie que tu peux penser. Tu peux pas faire des générales parce que, comme tu as dit, ça serait bien que tu aies un budget comme plateforme électorale. Voici ce qu'on fait. Et tu vas faire quoi? Tu vas déposer ton budget au mois de février? Tu vas le devancer d'un mois? Donc, idéalement, si j'étais à sa place, puis évidemment, il va en avoir des partiels, je l'ai fait le plus vite possible. C'est comme on disait tantôt, là, tu déchires le band-aid, tu l'enlèves, garde, on va caisser une défaite, au moins on a devant nous une nouvelle année, puis on va voir ce qui va arriver. Mais Salim, honnêtement, et juste pour... on va y revenir, mais juste pour terminer sur la prorogation, je ne veux pas faire du ping-pong, là, mais parce que ce qui arrive avec la prorogation, pour ceux qui nous suivent, dans le fond, c'est on ferme le Parlement, puis on recommence comme une nouvelle législature. Tous les projets de loi qui sont en train d'être étudiés terminent, ils doivent être redéposés, et je ne sais pas si le processus est compliqué ou facile à les ramener. Oui, les ramener, c'est pas un problème. Tu peux les ramener, au même stade où ils étaient. Okay. Mais ou dans certains cas, le gouvernement te dit, ben regarde, c'est pas une priorité législative pour moi, ne le rappelle pas. Ou dans d'autres cas, ils déposent un nouveau projet de loi parce que celui qu'ils avaient déposé, ben, ils l'aiment plus, ou il n'a pas l'orientation qu'ils veulent aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Mais rappeler un projet de loi, c'est très facile. OK. Bon, voilà. Puis en même temps, regarde, ça peut aider à remettre la table. Tu sais, OK, bon, on annule ça. Voici les nouvelles priorités. Moi, j'ai l'impression, puis je pense que c'était sur LCN qui parlait de ça. Évidemment, il faisait une analyse sur les priorités du prochain
de la prochaine législature, de la prochaine session parlementaire, tout est concentré autour de la nationalité. Du nationalisme, excuse-moi, du nationalisme québécois. On parle du projet de loi sur la laïcité, la Constitution du Québec, les projets avec... moi, j'invite les gens qui nous écoutent à aller lire mon Substack, salimidressi.substack.com, dans lequel je parle de ça. Et c'est terrible comme stratégie politique. C'est tellement mauvais. Tu sais, je comprends que la CAQ a fait... parce que là, je veux juste faire une espèce de distinction entre le nationalisme et l'identitaire, même si la CAQ effectivement incarne une forme de nationalisme identitaire, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Ils ont fait leur pain et leur beurre sur des projets de loi sur des lois qu'ils ont adoptées sur l'immigration qui n'avaient pas de sens. D'ailleurs, on en vit les contre-coups et les problèmes. Ils ont adopté la loi sur la pseudo-laïcité. Moi, j'appelle pas ça la laïcité parce que c'est pas vrai que c'est ça la laïcité. En tout cas, il y avait une partie qui est de la laïcité, il y a une autre partie qui s'appelle de la discrimination, pas de la laïcité, c'est pas vrai, parce que la laïcité, c'est celle de l'État, pas des gens. Comment dire? Oui, ils vont, effectivement, là, ils sont en train de parler de renforcer la laïcité, de l'élargir à l'espace public. Enfin bref, tout un tas de bordel, etc. Mais bon, en tout cas, les caquistes ont leurs idées sur ces questions-là avec lesquelles je suis profondément en désaccord. Je suis en accord avec beaucoup d'autres choses, peut-être avec eux, parce que tu peux jamais être complètement en désaccord avec un gouvernement ou complètement en accord avec un autre, peu importe quoi, là. Mais là-dessus, clairement, je le suis pas. Mais au-delà du fait que je le suis pas, moi, j'essaye de ôter mes convictions sur le sujet, juste d'observer, d'analyser, puis de me dire, en termes de stratégie politique, est-ce que ça se tient ou non? Je m'excuse, mais à chaque fois que la CAQ parle d'identité, depuis le début du deuxième mandat de la CAQ, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent du gaz au Parti québécois. Exact. Et donc, quelque part, ils tirent dans leurs pieds. Parce que ce qui distingue la CAQ du Parti québécois qui est en tête des sondages, ce n'est pas l'identité. Ce n'est pas le nationalisme identitaire. Ça aurait plutôt été le nationalisme plus économique, la bonne gestion des affaires de l'État, etc. Et là, ils ont peut-être mal géré, parce que c'est un peu ça qu'il leur est reproché aujourd'hui dans les sondages. Mais au lieu de réparer leur avantage comparatif, et de se dire, regardez, on s'est remis sur les rails, sur ça, continuez de nous faire confiance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur le terrain identitaire où le Parti québécois est honnêtement plus fort. Tu vois, donc, et donc moi, je trouve que d'un point de vue stratégique, là, admettons qu'on me demandait à monter une stratégie pour la CAQ, clairement, j'aurais pas été vers leur stratégie à eux. Ouais. Et je suis sûr, parce que, en fait, c'est pas je suis sûr juste parce que je le devine, parce que j'ai aussi bien des connaissances qui sont caquistes, que j'aime beaucoup, etc., qui m'en parlent et qui sont désabusés par ça et ne comprennent pas. Là, aujourd'hui, au moment où on se parle, là, les gens, quand ils te disent que les Québécois sont fâchés, ils ne sont pas fâchés parce que sur une question de laïcité. Là, ils sont fâchés sur mille et un trucs. Le troisième lien, Nordvolt qui a été une catastrophe, toute la filière batterie, Lyon électrique, HMR, là, hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et ça, tu vois, là, les exemples que je viens de te donner, c'est juste la vitrine. Mais il y a mille et un autres trucs. Tu veux qu'on parle des maisons des aînés qui coûtent 1 million la porte ou je sais pas quoi, là. Tu veux qu'on parle d'habitation, de logement ou c'est quand même assez catastrophique comme en tout cas, c'est pas une priorité, alors que ça devrait être une priorité. On en a parlé la semaine dernière avec un spécialiste du domaine, tu sais. Bref, il y a mille et un trucs, mais non, tabarouette, ils s'en vont sur quoi? Sur la laïcité. Hey, sérieux, là? C'est purement électoraliste, mais
point-là où se trouve la CAQ, tu as absolument à 100% raison. Ça ne bénéficie même pas leur propre parti. Ça, ça aide, ça donne... du gaz au PQ. Exactement. Donc, voilà pour la prorogation. Remaniement. Donc, on va revenir sur ce qu'on parlait, évidemment. Ouais, t'as ça. Monsieur Legault a dit qu'il doit faire des changements. C'est lui, tu sais, il faut qu'on change. Et je pense, suite à ces témoignages à la commission Galland, il n'a quasiment plus de choix que de faire un remaniement qui va convaincre les gens que, bon, là, on a des nouveaux visages. Là, c'est du nouveau. Là, au moins, ça a de l'allure d'un nouveau gouvernement qui est en place pour débuter cette nouvelle session parlementaire et mettre sur pied les priorités, quelles que soient. En même temps, et puis on parlait de ça justement la semaine passée sur notre épisode, Salim, il y a des ministres qui sont tellement seniors que ça va paraître quasiment ridicule de leur dire « va dans le backbench ». Tu comprends? Comment tu as le culot de faire quelque chose comme ça dans tes ministres les plus seniors? Puis là, je parle d'un gars comme Bonnardel, Geneviève Guilbeault. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces deux-là? Premièrement, Geneviève Guilbeault, c'est sûr qu'elle ne peut pas rester au transport. Elle ne peut pas rester au conseil. Tu ne peux pas la mettre au trésor. Là, au ministère des municipalités, il y a mis Mme Duranceau. Donc, il va rester quoi pour elle? Tu comprends? Puis en même temps, Bonnardel, tu fais quoi avec? Il est en sécurité publique maintenant, je pense. Bon, il ne peut pas rester là-bas. Évidemment, tu sais, les gros ministères sont déjà occupés, donc tu vas leur donner quoi? Tourisme? Je sais pas. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Mais en tout cas, c'était clair, par l'indication de M. Legault, qu'il va y avoir de gros changements. Donc, reste à voir. En même temps, il y a aussi les nouveaux qui attendent. Puis on a mentionné monsieur, c'est quoi, Dufour en Abitibi, qui lui attend. Ouais. Il a de nouveau juste le fait qu'il ne soit pas ministre. Hein, mais, je veux dire, puis il le sera pas non plus. Ouais, on vient d'expliquer c'est quoi la... Il respire pas la modernité non plus. Ouais, là, il ramènera pas un vent de fraîcheur à la CAQ, là, c'est sûr. Fait que moi... Non, mais il y a beaucoup de déçus. J'oublie son nom, là, mais il y avait aussi la députée de Fambre qui, au dernier remaniement... Alice Abou-Khalil. C'est ça. Au dernier remaniement, on pensait qu'elle allait avoir peut-être cybersécurité pour remplacer Éric Kerr. Exactement. Elle l'a pas eu. Puis, avec le départ de M. Fitzgibbon, on pensait que c'était son tour. Elle est restée... au backbench, puis aux arrière-bancs. Possiblement, ça serait une ouverture, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que les élections approchent. Il y a 1 an environ aux prochaines élections. Les députés savent que ça va mal pour leur parti. Donc, il y a de grandes chances qu'on se retrouve en opposition. Et la dernière question, c'est est-ce que je veux faire ça? Est-ce que je veux demeurer avec un parti qui, de toute évidence, selon les sondages, sera complètement détruit, en opposition, ou peut-être même en deuxième opposition, ou est-ce que je profite de ces 8 ans que j'ai fait comme député ou ministre au gouvernement et j'explore d'autres possibilités dans mon emploi? Et j'ai l'impression, Salim, et ça, c'est pas juste parce que c'est la CAQ, on le voit constamment, ça se répète toujours. Là, quand on arrive à la fin du 2e mandat d'un gouvernement, il y a toujours des anciens qui s'en vont ou qui commencent à, comme on dit, qui quittent le navire. Le problème, c'est que s'il y a beaucoup comme ça qui commencent à annoncer leur départ, ça regarde mal encore pour le gouvernement parce que l'impression que ça donne, c'est que il y a personne qui veut qui veulent rien avoir avec M. Legault, son gouvernement, ou même l'élection. Ils s'en foutent, tu comprends? On l'a vu avec le Parti libéral à l'époque où tout le monde quittait. Et j'ai l'impression que ça va arriver aussi à la CAQ. Puis c'est ça, c'est juste un cercle vicieux parce que quoi qu'il en fasse, M. Legault, il va y avoir des personnes qui ne seront pas contentes et il va y avoir des personnes qui vont décider de quitter. Puis ça va l'affecter.
ça va créer peut-être... ceux qui quittent vers les élections municipales, bon, ça, comme on a dit, il va y avoir des élections partielles, mais les autres, regarde, ils vont rester jusqu'à la fin de leur mandat parce que c'est la loi, ils doivent rester, sinon ils perdent leur prime de départ. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir trop d'élections partielles d'ici l'année prochaine, là. D'après moi, non, là. Une ou deux, à moins que vraiment les députés sont tellement tannés qu'ils disent « je m'en fous de ma prime, là, je m'en vais tout de suite ». Non, je pense pas qu'il y en ait qui vont nécessairement partir. Honnêtement, je ne crois pas. Ceux qui vont partir, c'est qu'ils ont quelque chose d'autre qui les attend, une élection municipale, par exemple. Mais même pour ça, on est le 5 septembre, donc ça ne durera pas longtemps. Là, on va le savoir très vite. Puis les autres, oui, ils vont finir la dernière année. Ça va assez vite. Hein, rendu au mois de juin, là, c'est fini. C'est terminé. Ouais, là, donc voilà. Écoute, remaniement. Extrêmement difficile pour M. Legault. Je pense que, franchement, là, on en a vécu là, des remaniements parfois de près, parfois de loin, mais quand même, on les a vécus. Franchement, je pense que c'est l'une des fois de toute ma vie que je vois un contexte aussi compliqué pour un premier ministre de remanier son gouvernement. Tu as raison, il y a des ministres qu'il ne va pas être en mesure de conserver, soit parce qu'ils se sont brûlés, soit parce qu'ils ne se représentent pas. Commençons par ceux qui sont brûlés. L'idée ici, c'est pas nécessairement de dire je pense que lui devrait partir ou elle devrait partir, ou peu importe, c'est pas ça, là, mais ceux qui se sont brûlés, c'est généralement des ministres en lien avec sa clique, parce qu'honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait autre chose qui pourrait justifier qu'un ministre soit brûlé. Bon, Éric Kerr était brûlé, il a démissionné. Honnêtement, en tout respect, mais M. Bonnardel, franchement, à la commission, c'était assez déplorable. Merci. Là, donc, je vois mal, très, très mal comment M. Legault pourrait le garder. D'autant plus que Bonnardel, il ne l'a peut-être pas dit publiquement, puis je pense pas qu'il le dise, parce qu'il y a beaucoup de députés qui vont attendre la dernière minute pour le dire, mais je vois très difficilement comment M. Bonnardel se représenterait. Il a fait une très longue traversée du désert dans l'opposition. Mm-hmm. Puis, avec deux partis différents, l'ADQ puis la CAQ, pour finalement devenir ministre, passer 7 ans comme ministre, peut-être une 8e année si M. Legault décide de le maintenir, puis de tomber dans l'opposition de nouveau après, je serais très surpris. Non. À mon avis, il va s'en aller. Puis, oublie pas, hein, après 15 ans, je crois que les députés ont leur pleine pension. Ça va être son cas. Donc, je serais très surpris qu'il revienne. Alors, entre le fait qu'il se soit brûlé parce que, honnêtement, il n'a pas été à la hauteur, mais vraiment pas été à la hauteur, parce que moi, je pense qu'il est... Et ça n'engage que moi, mais je pense que de tout ça, il est plus responsable que Mme Guilbeault, parce que Mme Guilbeault, en fait, est arrivée quand les choses étaient plutôt déjà faites. Oui, c'est sûr qu'on peut reprocher quelques petites affaires, oui, mais en tout cas, on ne rentrera pas dans les détails parce qu'il faudrait repasser à travers la commission Galland, mais d'une manière générale, honnêtement, c'est M. Bonnardel là, qui était ministre des Transports pendant tout ce bordel-là. Là. Donc moi, je vois mal comment il pourrait retourner. Donc, ça, c'est le genre de choses. Ensuite, tu as des députés, tu as des ministres. C'est pas que tu vas... Enfin, excuse-moi. Mais quand je parlais de M. Bonnardel, c'est-à-dire qu'il était brûlé par deux bouts. Un, parce qu'il était brûlé au niveau du dossier Saclic, et deux, parce que je pense qu'il se représente pas. C'est deux bouts. Mais pour ceux qui vont pâtir un petit peu de la commission Galland, tous ceux qui ont témoigné, même ceux qui sont, entre guillemets, responsables de rien, mais juste le fait d'avoir témoigné, c'est pas une belle image, si tu veux. Là, on s'entend. À mon avis, vont rester loin, vont être impactés, mais pas nécessairement négativement, mais vont être impactés par le changement de chaise musicale. Donc, par exemple, Mme Guilbeault, à mon avis, elle va rester.
mais elle va être rétrogradée. Donc, tu sais, vice-PM, vice-première ministre, je pense que c'est un titre qu'elle va perdre. Et à mon avis, elle va finir elle va rester autour de la table du Conseil des ministres parce qu'elle est quand même importante. Mais, tu sais, elle va finir dans un ministère du genre ministère du Travail. Tu sais, genre, peut-être ministère de l'Enseignement supérieur, dépendamment de c'est quoi elle-même son background. Je pense qu'elle a une maîtrise, donc elle devrait. Tu sais, mais tu peux pas envoyer quelqu'un à l'enseignement supérieur qui a pas minimalement un bac et peut-être même une maîtrise, là, tu comprends? Fait que, tu sais, elle pourrait se retrouver dans des ministères comme ça. Et c'est pas des ministères nuls, là, c'est des ministères... en fait, il n'y a pas de ministères nuls, ils sont tous importants. Mais disons qu'il y en a qui te mettent plus en lumière que d'autres. Enseignement supérieur, il y a de la job, pas mal. Travail, c'est plus tranquille, c'est une job plus, tu sais, à part quand quelque chose arrive, là, comme les stéréos en 2011-12, là, tu sais, où c'était les affaires avec les syndicats de la construction, etc. Bref, anyway. Donc, comme on a, ça, il y a des, tu sais, par exemple, une Sonia Lebel ne pourra pas rester au Trésor parce que le Trésor était plus ou moins mêlé à ces histoires-là. Elle n'est pas responsable, mais disons qu'elle était dans le portrait global, elle a témoigné à la commission. Tu ne peux pas laisser ça, tu comprends? Donc, Madame Sonia Lebel n'ira pas non plus au transport parce que ben là, elle était au Conseil du Trésor qui approuvait les demandes, etc. Mais de la SAQ. Fait que c'est sûr que même si elle n'est pas responsable, elle ne se retrouvera pas là. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre compte. Ensuite, je sais pas, George, si tu l'as vu, là, mais Monsieur Dubé, par exemple, Christian Dubé, c'est un soldat extraordinaire. Il a été un soldat extraordinaire pour François Legault et je crois que François Legault lui doit beaucoup. Il a toujours été un bon soldat, il n'a jamais forcé les choses, mais c'est la première fois que je le vois forcer les choses en plus publiquement à François Legault, en disant que lui, il est à la santé, il a envie d'y rester, puis il a comme... Il veut terminer son mandat. Puis pour lui, c'était clair. Là, mais tu le dis publiquement, tu mets de la pression sur le PM. Là, il y a monsieur... Et pourtant, monsieur Legault, il y a des rumeurs, hein, mais les rumeurs nous ont tous exténués. Mais pour monsieur Legault, faire un gros remaniement, c'était changer aussi son ministre des Finances. Et changer son ministre des Finances. Mais le seul qui peut succéder à Éric Girard, c'est Dubé. Mais si Dubé ne veut pas y aller, et en plus que Éric Girard veut absolument rester aux finances et veut rien faire d'autre que d'être ministre des Finances, ben là, dans ce cas-là, si Dubé reste à sa place, si Girard reste à sa place, ça veut dire que Christine Fréchette va rester à sa place. Mais là, ça s'appelle plus un gros remaniement. Un gros remaniement, c'est tu changes du tout au tout, là, du fond. Tu sais, puis Éric Girard, c'est pas lui qui a dit ça, c'est pas son genre ni quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a quelques petites rumeurs comme ça qui circulent, puis je l'ai vu dans les médias, qui dit que lui-même, il serait prêt à partir s'il ne gardait pas les finances ou s'il avait le sentiment d'être rétrogradé. Mais quand tu es aux finances, peu importe ce qu'on te donne après, c'est une rétrogradation. Mais oui, c'est clair. Puis n'oublions pas qu'il était venu à notre balado, puis on lui a posé la question, puis il a lui-même dit qu'il se donne jusqu'à la fin de l'année pour prendre une décision et pour aviser monsieur Legault. Moi, je pense avec tout ce qui s'est produit depuis le temps qu'il est venu sur le balado, avec tout ce stress, puis toute la commission, puis toute cette pente-là qui descend rapidement pour la CAQ, je pense pas qu'il va se rendre jusqu'à Noël. Moi, je pense que M. Girard il a déjà pris sa décision, puis attend justement à voir qu'est-ce qui va se passer. Il va pas se représenter. Donc là, ça reste... Mais tu sais quoi, Salim? Il y a quand même des bons ministres qui sont un peu, tu sais, ils sont pas comme à l'arrière-plan, c'est comme entre les deux. Là, tu as un Christopher Skeet qui peut prendre plus de responsabilités. Moi, Christopher Skeet, je le verrais bien, honnêtement, je le verrais bien au ministère de l'Immigration. C'est un ministère quand même, dans les circonstances actuelles, important. Il ne faut pas oublier que c'est l'année aussi de la planification pluriannuelle de l'immigration. Donc, on va discuter des seuils et ça va être très important
important parce que lui a été, il est actuellement ministre délégué à l'économie. Je pense où il est, comment dire, plus en charge des PME. Puis les PME sont celles qui sont le plus inquiètes actuellement par rapport à l'immigration et l'apport de la main-d'œuvre, etc. Là, puis... Moi, je pense que Christopher Skeet, il est bon. Tu sais, moi, je le verrais même... Tu sais, t'enlèves Guilbeault de transport. Moi, je le verrais au transport, Christopher Skeet. Je le verrais... C'est pas un cadeau que tu lui ferais, là. Non, mais regarde, c'est des responsabilités de plus. Au transport, il va falloir que tu emmènes quelqu'un qui... Est-ce que tu mets Fréchette au transport? Écoute, si tu me poses la question à moi, qui je mettrais, admettons, je suis François Legault. Transport, moi, personnellement, je mettrais Jean Boulet. Je mettrais Jean Boulet. D'abord, il y a des... comment dire... il vient de la Mauricie. Je pense qu'un ministre des Transports en Mauricie, c'est assez gagnant parce qu'il y a quand même beaucoup de besoins en route et en infrastructure de transport et autres parce que c'est un coin assez stratégique, j'ai envie de te dire. Les pas de sa sœur. Ben, il les a un peu déjà suivis parce que je te rappelle qu'il a été ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et du Travail et elle l'a déjà été, elle aussi. Évidemment, on parle de Julie Boulet. Ancienne ministre. Ancienne ministre libérale, exact. Lui, et ministre caquiste. Alors, mais au transport, il pourrait être bien. Mais moi, honnêtement, c'est pas de temps pour marcher sur la transportation. Moi, j'y crois pas à ces affaires-là, mais... non, je te dirais plus parce qu'il a un ton plus rassurant, il a son petit côté avocat, il est avocat, il est expérimenté, puis moi je pense, honnêtement, là, moi je l'emmènerai là. Ensuite, les transports, il y a déjà eu des gens inexpérimentés qui sont arrivés au transport. Gaudreau, là, Sylvain Gaudreau qui était au PQ, André Fortin au PLQ, Fortin, ben, et même Pierre Moreau d'une certaine manière était inexpérimenté parce que Pierre Moreau, quand il est arrivé au transport, ça faisait à peine 6 mois qu'il avait été ministre et il était ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes. Autant dire un ministre qui, à ce moment-là, je veux dire pas à ce moment-là, mais d'une manière générale, là, c'est pas un gros ministère, disons. D'abord, c'est pas un ministère, d'ailleurs, c'est un secrétariat qui est relié au MCE, le ministère du Conseil exécutif, qui est essentiellement le ministère du Premier ministre. Mais quand il est arrivé au transport, là, il était dans un vrai ministère, là, Pierre Moreau. Donc, il était quasiment novice comme ministre au transport. Donc, ça se peut, ça pourrait être quelqu'un de nouveau. On parle potentiellement, si on parle d'avocat, on pourrait parler de Mathieu Lacombe qui est... non, pardon, excuse-moi. Mathieu Lacombe, il n'est pas avocat du tout. Mais un autre Mathieu qui vient de l'Outaouais, c'est Mathieu Lévesque. En passant, j'ai connu, moi, au Parti libéral du Québec et on avait milité ensemble quand on était tout jeune. On a pris des chemins opposés, comme tu peux le constater, mais Mathieu Lévesque, qui fait un très bon travail comme leader adjoint, s'est beaucoup distingué, il est bon, Mathieu Lévesque, honnêtement. Ça pourrait être lui, mais en même temps, franchement, moi, au transport, dans les circonstances actuelles, je mettrais un Jean Boulet, expérimenté, calme. Et sécurité publique, tu mets qui? Ah, sécurité publique, tabarouette, ça, c'est une bonne question. Attends, je m'étais pris des petites notes, moi, hier. Regarde, je fais sécurité publique. Qui je mettrais en sécurité publique? Sécurité publique, idéalement, ce serait un avocat. Ah ben tiens, Simon Jolin-Barrette pourrait aller à la sécurité publique. Puis il va laisser toutes ses responsabilités. Il y a quand même... Là, il est leader. Il est ministre de la Justice en ce moment. Mais tu sais, justice, sécurité publique... Ça va ensemble. De toute façon, on se rappelle de Jacques Dupuis qui avait les deux ministères à l'époque, justice et sécurité publique. Oui, il l'avait. Bon, c'était dans le cas d'un gouvernement minoritaire avec avec 20 ministres seulement. Donc, il y en avait certains qui avaient double responsabilité. C'était le cas, effectivement, de Jacques Dupuis. Puis en plus, c'était leader, je crois, en plus, au même moment, je crois, si je ne m'abuse. C'était beaucoup de responsabilités en même temps. Mais bref, donc tout ça pour dire que oui, sécurité publique, ça pourrait être Simon Jolin-Barrette. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que Simon Jolin-Barrette cherche à avoir un dossier de nature économique. Il y a des rumeurs qu'il l'envoie au Conseil du Trésor. Tu sais, quand t'as pas de... Je vais te dire un truc. Quand tu a de l'ambition de devenir un jour chef
ce que je pense Simon Jolin Barrette possède. Il a cette ambition. Okay? Ça te prend dans ton curriculum, dans ton CV, quelque chose d'économique. À date, il n'en a pas. Donc, pour lui, aller chercher une petite caution économique en finissant le mandat dans un ministère économique, c'est important pour lui. Donc, il pourrait, admettons, se retrouver au Trésor. Le Trésor, c'est une bonne transition vers les dossiers économiques. Parce que, d'abord, on appelle ça le Conseil du Trésor parce qu'autour de la table, il y a d'autres ministres aussi. Mm-hmm. Il faut avoir une bonne connaissance de l'appareil gouvernemental parce que le Trésor, c'est ce qui permet de débourser. Et ça t'introduit forcément à une vision économique et comptable du gouvernement. Ouais. Donc, c'est une bonne transition. Tu ne pourrais pas le nommer directement ministre des Finances, à moins qu'il soit un grand économiste, mais on ne le sait pas. Mais si tu enlèves Girard, là, moi, je vois... Bombe atomique. Oui, ça fait. Mais il va falloir, à moins qu'il le touche pas, ils disent OK, bon, il va quitter, mais je vais le garder jusqu'à la fin de son mandat, puis that's it, that's all, parce que tu peux pas. Moi, je vois mal comment tu peux changer ton ministre des Finances, mais si jamais il veut faire un si grand remaniement et il déplace son ministre des Finances, mais tu peux envoyer le ministre des Finances au Trésor, par exemple. Mais George, je vais juste te dire un truc, là. Mais ça revient à ce que tu as dit. Ça revient à ce que tu as dit. Comment tu fais pour donner quelque chose d'équivalent même à un ancien ministre de Finances? Ça se fait pas quasiment. Tu sais, je sais pas. Ce qu'il aurait pu faire, c'était de faire le package qu'il avait fait pour Fitzgibbon et que Fréchette a hérité, c'est-à-dire un super ministère économie, énergie, etc. Ça aurait pu. Mais là, le problème, c'est qu'il l'a un peu banalisé, là, tu comprends? Et grosse erreur de François Legault, je m'excuse, mais l'année dernière, quand Fitzgibbon est parti, c'était le moment qu'il devait faire un remaniement. C'était à ce moment-là. Tu sais, puis remettre les choses dans les bonnes perspectives. Lui, il s'est dit, ben non, on a un projet de loi qui a été déposé par Fitzgibbon, puis il faut le mener à bien, puis blablabla, etc. Mais honnêtement, ça, tu le gères, ça, c'est pas un problème. Et c'est à ce moment-là, tu vas me dire, oui, mais Salim, on sait pas tous les tenants et aboutissants. Ouais. Évidemment, mais on est en train de commenter. Nous, à partir de ce qu'on a comme information, c'est ça qu'on dit. Mais je te dirais que moi, je comprends à la fois Legault et à la fois Éric Girard, ministre des Finances. Moi, je comprends Legault que si tu es amené à devoir faire un gros remaniement ministériel, tu peux pas enlever de l'équation de bouger ton ministre des Finances, ton ministre de la Santé, ton ministre de l'Éducation. Parce que sinon, ça s'appelle pas un gros remaniement qu'il a annoncé il y a 2 mois et demi. Là, les attentes sont élevées par rapport au fait que ça va être un gros remaniement, puis finalement, c'est pas un gros remaniement. Tu vas frustrer tout le monde. Et ceux qui sont là, et ceux qui auraient voulu être là, et ceux qui pensaient que tu allais le faire, et ceci et cela. Tu veux pas faire ça. Fait que moi, je comprends M. Legault. Mais en même temps, je comprends M. Girard. Je me mets à la place de M. Girard. J'ai avalé je ne sais combien de couleuvres dans ce gouvernement-là. Mais non, il a avalé des couleuvres identitaires, lui qui n'est pas un identitaire. Il a dû se lever, voter pour des lois avec lesquelles il est probablement en désaccord. Il ne le dira jamais, mais il est probablement en désaccord et qui le mettent mal à l'aise. Que ce soit pour l'immigration, que ce soit pour la laïcité qui vise clairement des communautés et les droits des Québécois. Que ce soit, et quand je dis la laïcité, on est tous pour la laïcité, mais mauvaise laïcité. Mais même des décisions qui l'affectent directement au niveau économique. Mais j'arrive. Attends, après ça, vis-à-vis des anglophones, moi je pense pas que l'histoire des étudiants des autres provinces canadiennes, etc., ils aiment ça. Sincèrement, je ne pense pas. D'ailleurs, on voit les résultats de ça récemment. Ensuite, ensuite, il y a bien sûr les décisions économiques. Moi, je pense qu'il a dû avaler les négociations avec le secteur public où on a tout donné aux syndicats sans quasiment rien en retour, j'exagère, mais quasiment sans rien en retour.
il a dû avaler, le fait de devoir, faire des retours d'impôts. Il les a même défendus. Pas des retours d'impôts, mais des chèques là, qu'il avait envoyés. Tu sais, et en plus d'être le ministre qui a inscrit les plus larges déficits de l'histoire du Québec, alors que c'est pas nécessairement sa ligne de conduite à lui. Lui, c'est un conservateur fiscal. Donc, forcément, ça ne matche pas avec ça. L'interventionnisme dans l'économie, etc., je ne pense pas que c'était sa tasse de thé. Le fait de commencer à arroser les industries qu'on veut, laisser faire les industries qu'on veut pas, aider les entreprises qu'on aime, laisser mourir les entreprises qu'on n'aime pas, etc. Je ne crois pas que c'était sa philosophie. Donc, il a avalé combien de couleuvres pour qu'à la fin, on lui dise « Hey, t'es bien gentil, Éric, mais je pense que c'est le temps que tu fasses ta place. Puis je t'envoie, je sais pas moi, aux ressources naturelles. » Ben là, tu sais, je veux dire, c'est pas un mauvais ministère, mais c'est juste que pour l'économiste qu'il est, il y a quelque chose qui marche pas. Moi, je crois toujours pas que tu peux changer ton ministre des Finances, mais regarde, on va voir, là, mais tout ça pour dire que je pense... Excuse-moi, si Éric Girard quitte le Conseil des ministres, à mon avis, ce ne sera pas pour être ministre. Ça veut dire qu'il va refuser qu'on lui donne un autre poste. Il va rester simple député. Oh my God. Attends, mais il va rester simple député, pas parce qu'il a envie de faire la carrière d'un politicien d'arrière-ban. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il pourrait rester comme simple député, mais ils sont 87. Lui, il ne va pas se casser la tête à faire des commissions parlementaires ou autres. Ils ont assez de députés pour les faire et ceux qui veulent la majoration de leur salaire, etc. Lui, il pourrait avoir aucune responsabilité comme député. Il fait du présentéisme, ouais, merci, bonsoir, jusqu'au mois de juin, il s'en va. Entre-temps, la planète entière, dans le monde privé, que ce soit dans le monde de la banque ou ailleurs, vont savoir qu'il sera disponible dans quelques mois et il va entamer des discussions avec eux, etc. En tout cas, moi, honnêtement, si j'étais M. Girard, c'est ce que je ferais. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, on parlait l'autre jour sur l'effet que ça donne de faire un petit remaniement, comme on a vu depuis le tout début, où c'est quasiment les mêmes visages, juste des différentes responsabilités. Cette fois-ci, même s'il fait ça, même s'il garde ce même modèle-là, puis il remplace Guilbeault et Bonnardel, déjà juste avec ces deux personnes-là, ça va être considéré comme un remaniement majeur. Donc, tu sais, je ne sais pas si on complique les choses trop en pensant qui va aller où, puis c'est qui les nouveaux qui vont rentrer, juste par le fait que Mme Guilbeault et M. Bonnardel seront plus là. Déjà, les gens vont dire, bon, il y a un changement qui a été fait, il a compris le message. Oui, mais attention, en tout respect pour le caucus de la CAQ, où ils sont quand même plus de 60 à ne pas être ministres, là. Si mon calcul est bon, mais en tout cas, environ 60. Il n'y a pas grand talent, là. Il n'y a pas grand ministrable là-dedans. Il y a Mathieu Lévesque, dont j'ai parlé. Il y a Samuel Poulain, qui est un jeune qui a de très bonnes lignes. On l'a reçu ici, c'était bien agréable. Il ne commencera pas avec un gros ministère, mais il pourrait potentiellement commencer par un ministère. Il pourrait être, par exemple, si Christopher Skeet gagne en galon, ce qu'il mériterait, parce que dans son rôle actuel, en tout cas, je pense qu'il a livré ce qu'on attendait de lui. Je verrais très bien Samuel Poulain délégué au PME. Pourquoi je dis ça? Parce que oublie pas, il vient de la Beauce. La Beauce est connue pour être la région de l'entrepreneuriat par excellence, là où il y a beaucoup de PME qui ont fleuri et qui ont donné de bons résultats. Ils font partie les PME. En fait, les PME du Québec sont le moteur économique du Québec avant les grandes industries. Ce serait pas fou. Et en plus de ça, ça aiderait la CAQ dans la région. Donc, tu vois, genre un Samuel Poulain pourrait aller là.
On me dit que la députée de Soulanges, c'est une personne qui a beaucoup d'empathie, etc. Tu sais, elle pourrait aussi rentrer peut-être au Conseil des ministres. Est-ce qu'elle pourrait aller, succéder ou remplacer Lionel Carman, qui lui aussi veut pas bouger. En passant, personne ne veut bouger finalement. Là, je veux dire, ils sont quasiment en train de dire à leur patron, écoute François, là c'est terminé, laisse-nous finir le mandat là où on est, puis on remet les clés à notre parti rendu en octobre. Là. Ce qui est un peu plate, mais bon, ça c'est à François Legault de trancher. Mais en tout cas, la députée de Soulanges, qui est très empathique, qui a beaucoup d'empathie, qui est très appréciée, qui est très humaine, pourrait faire son entrée aussi au Conseil des ministres et aller là, et aller peut-être ici, elle pourrait aller à la famille, elle pourrait aller... tu parlais des affaires municipales. L'ancienne mairesse de Sainte-Julie, je crois, est ministre aujourd'hui de la famille, c'est Suzanne Roy. Suzanne Roy aux affaires municipales, ça pourrait bien donner. En plus, elle était présidente de l'Union des municipalités du Québec. Je pense qu'ils ont déjà... j'ai vu ça passer hier, Madame Dansereau. Duranceau. Oui, c'est vrai, mais attention, ça c'est littéralement un intérim. Là, c'est quand on va arriver la formation du Conseil. Je comprends. Mais est-ce que M. Legault pourrait la maintenir là après, ou peut-être? Mais je vais te dire pourquoi je présume que c'est un intérim. C'est parce que le ministère s'appelle le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et Madame Laforêt, c'était les affaires municipales, et Madame Duranceau, c'était l'habitation. Là, dans le fond, ils se sont juste assurés que la ministre qui était déjà liée à ce ministère fasse l'intérim. Mais ils vont la changer, c'est sûr. Là, Finalement, la dernière question qu'on a sur ce sujet, le remaniement, puis la survie du gouvernement, etc., on parle de M. Legault. M. Legault, là, est-ce qu'il va rester, tu penses? Avec tout ce qui se passe. Nous, on ne l'a pas cru quand il le disait en début de l'année, là, ou même l'année passée. Là, je le crois de plus en plus qu'il risque de peut-être dire aux gens « Joyeux Noël tout le monde, je suis fier de ce qu'on a fait ensemble, mais je vois qu'avec moi, ça risque de ne pas fonctionner. » Écoute, c'est faire un Justin Trudeau de lui. Là. Mais écoute, c'est pas impossible. Puis tu sais quoi? Certains vont te dire c'est un peu le karma. En tout cas, il y en a un qui doit prendre le popcorn en ce moment et regarder Legault en train de s'enliser dans les sables mouvants. C'est Justin Trudeau. Parce que quand Justin Trudeau était vraiment dans la marmelade, on va dire ça comme ça, c'est plus chic, Monsieur Legault, honnêtement... il le regardait s'enfoncer, puis honnêtement, en tout cas, moi, j'avais pas trouvé très sympathique, ni ses commentaires publics qui étaient froids, qui étaient distants, puis genre... en tout cas, mais il faut pas oublier, c'est que quand t'es Premier ministre, que ce soit au fédéral ou au provincial, ça se peut que tu affrontes des moments pénibles, puis les moments de M. Legault sont pas moins pénibles que ceux de M. Trudeau l'année passée. Puis d'ailleurs, oui, tu as raison. Est-ce qu'il pourrait potentiellement lui-même se questionner et essayer de trouver une porte de sortie? C'est pas impossible. Puis d'ailleurs, George, on est en direct là. Non, en fait, on n'est pas en direct dans le podcast. Mais je viens de recevoir un message texte de quelqu'un qui m'annonce que M. Dufour, dont on a parlé tantôt, vient d'être exclu du caucus de la CAQ. Donc... Ça arrive tout de suite, là? Ça vient d'arriver. Donc alors, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça se peut aussi que ce soit... peut-être que Legault doit être excédé de sa sortie de ce matin, là. Puis il a dû se dire, mais regarde, je m'en fous. T'es pas content, c'est ça, exactement. Là, mais ça, aïe, ça peut être le début de quelque chose. Là. Ça peut ouvrir la porte à d'autres, là, tu sais. Puis je sais pas à quel point, comme tu as dit, il y a une frustration, là, tu sais. M. Legault doit gérer plein d'affaires, puis en plus, il est en train de vérifier qui va composer son nouveau conseil de ministres. En même temps, on l'a dit, il veut composer son équipe électorale. Il n'a pas le temps de jouer avec des gens qui sont frustrés dans son caucus. Moi, je pense que la ligne a été très claire. Tu restes, tant mieux. Tu restes pas, annonce ça tout de suite, puis qu'on en termine avec les jeux. Là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Ça pourrait effectivement tout à fait être ça. En tout cas, ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer. Écoute, ça se peut qu'il y ait d'autres personnes là, qui suivent
Je vais faire un parallèle un peu. Je me demande si c'est pas les racines péquistes de la CAQ ou d'une bonne partie de la CAQ qui vont commencer à sortir. Je comprends que la CAQ s'est bâtie sur on n'est pas le PQ, là. Mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre de péquistes là-dedans. Puis je sais pas si tu te souviens, là, mais les péquistes, là, quand ils se déchiraient en tabarouette. Là, ouais. Et là, je sais pas si tu te souviens des démissions en masse, etc. Écoute, là, alors, je sais pas, est-ce qu'on va voir ça? Tu sais, ça, c'est M. Dufour, mais ça, si c'est arrivé à M. Dufour, mais s'il y avait des gens qui étaient d'accord avec M. Dufour, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont suivre? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont attendre le remaniement pour nuire en démissionnant? Est-ce qu'il y en a d'autres qui, suite à leur déception, vont pas démissionner ou sortir du caucus? Ils n'ont pas obligé de démissionner à titre... Non, tu vas siéger comme indépendant, puis c'est fini. C'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, je te rappelle, Salim, on a eu cette discussion-là, je pense au premier épisode, là, au retour des vacances, où on parlait d'un article de Mme Sioui dans Le Devoir qui parlait d'un caucus ou d'une réunion qui aurait eu lieu avec une vingtaine de députés mécontents chez la CAQ. Puis là, monsieur... Ah oui? Oui, on a parlé de ça. Ça ressemble à ce qui était arrivé à M. Trudeau l'an passé. Mais tu vois, c'est ça, il y a des similarités. Puis là, c'est Philippe J. Fournier qui a repris cet article-là, puis il a fait il a compilé des résultats pour dire, bon, s'il y a 23, 24 députés de la CAQ qui, demain, disaient « Ciao, on s'en va siéger comme indépendant », qui formerait une formation... il posait la question, est-ce qu'ils pourraient devenir, puisqu'ils sont plus que les députés du PLQ, ils pourraient, eux, devenir l'opposition de leur ancien parti? Évidemment, c'est hypothétique, mais si jamais il y a une masse comme ça qui décide, nous, on s'en va, on va siéger comme indépendant, je vois pas comment M. Legault peut rester. Là. Même 5-10 députés, c'est beaucoup qui quittent comme ça. Puis on va revoir, mais c'est sûr, on va revoir ce qu'on a vu l'hiver dernier avec Justin Trudeau, puis tout simplement, regarde, ils vont lui montrer la porte, puis ils vont dire, regarde, merci, bonsoir, et on va gérer nos affaires seuls à partir de maintenant. En tout cas, gérer nos affaires seuls, je vais te dire un truc, là. N'est pas Mark Carney qui veut, donc quand bien même M. Legault s'en aille, c'est qui le Mark Carney de la CAQ? C'est l'autre problème qu'ils vont devoir... c'est parce que je veux bien... Non, mais qu'il y ait des prétendants, il va y en avoir. Simon Jolin Barrette, c'en est un. Madame Guilbeault, c'en est une autre. Monsieur Drainville en est un autre. Je veux dire... Puis il y en a peut-être d'autres qui ont des ambitions et on le sait pas. Mais je m'excuse, là, mais c'est pas des profils... qui sont premiers ministrables demain matin. Là, ça prendra peut-être un peu de temps. Là, on va finir avec un autre sujet qui est arrivé cette semaine. Le premier hot room de Pablo Rodriguez, le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Et honnêtement, là, Salim, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, là, moi je respecte tout le monde, surtout les gens de notre ancien parti, je pense qu'ils ont échoué. La première sortie du chef aurait pu être planifiée mieux. Et en même temps, on va se dire, on va faire un petit résumé, là. M. Rodriguez sort, il est accompagné de Monsef Déragi et de Frédéric Beauchemin. C'était le matin avant que M. Legault paraisse à la commission Galland. Évidemment, il parle, le sujet de la SAC sort, les journalistes sautent dessus, puis ils questionnent M. Rodriguez sur quelque chose que Monsef Déragi, ça fait longtemps qu'il martèle, et notamment c'est de la tutelle de la SAC. Okay? Moi, je pense que comme ligne politique de l'opposition, elle était magnifique. La pression envers le gouvernement de faire de se positionner et de prendre une décision sur la SAC, elle était excellente, cette position de Monsef Déragi. Puis j'imagine que si Monsef Déragi avait sorti pour dire que voici la pression qu'on va appliquer, que cette décision a été approuvée par leur caucus quand même. C'est comme une direction, une stratégie. Puis là arrive Pablo Rodriguez qui dit non, il n'y aura pas de tutelle. De toute façon, on n'a pas confiance auprès du gouvernement. On peut pas... What are you talking about? Si le gouvernement
si tu mets la SAC en tutelle, ben, le gouvernement, c'est pas juste la CAQ. Tu es en opposition. Tu peux mettre encore plus de pression. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire sur ce sujet seul. Donc, le point que M. Rodriguez a voulu faire, c'est que ben là, si on n'a plus confiance au gouvernement, pourquoi qu'on demanderait la tutelle de la SAC? Ça donne à rien. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il suggère que peut-être ça serait une idée de donner ce mandat-là à une compagnie privée ou quelque chose. On peut créer une autre structure ou quelque chose pour superviser ou pour revoir gérer la SAC. Et là, les journalistes, c'est comme si tu leur offres un petit cadeau. Là, tu peux pas dire ça devant les journalistes. Là, tu dis aux journalistes que oui, on pense prendre le privé pour gérer une société d'État du Québec. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Puis là, il dit non, c'est le chef qui parle, il n'y a pas de tutelle. Tu as lancé Monsef en dessous du boss. Toute une stratégie, tout un positionnement qui martèle depuis des mois maintenant. That's it, it's over. Puis l'explication que tu as, c'est quelque chose qui est encore plus flou. What are you talking about? Puis ensuite, le soir, c'est qui que t'envoies pour réparer les morceaux cassés? Celui que t'as lancé en dessous du boss. Tu sais, Monsef est sorti dans les médias, corriger le tir, remettre les pendules à l'heure, dire non, écoutez, je vous assure que M. Rodriguez, on est d'accord avec la tutelle. Puis, un bordel de communication. La seule chose qui est sortie de ça, c'est une désorganisation complète de l'opposition. Je sais pas si M. Rodriguez est déjà bien en place. Je sais pas s'il a son équipe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais si vous n'êtes pas prêt à sortir votre chef, prendre position parce que c'est encore, entre guillemets, nouveau, on est en train d'engager du monde, on fait des changements, mais faites pas la conférence de presse, tout simplement. S'il n'est pas prêt, ben il n'est pas prêt. Arrangez-vous qu'il soit prêt et au moins qu'il paraisse bien. Pour moi, c'est 0 sur 10. Écoute, je t'écoutais avec attention et il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit et je peux pas être en désaccord avec toi sur le niveau de préparation. Franchement, en tout respect, franchement, genre, j'ai vraiment beaucoup de respect pour Pablo Rodriguez, mais il était pas prêt. Et s'il pensait qu'il était prêt, alors c'est pire. Ah oui, exact. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'il savait qu'il l'était pas et qu'il s'en veut un peu, là, mais en tout cas, moi, si tu veux que je résume tout ce que tu viens de dire, George, c'est Welcome to Quebec Politics. Bienvenue sur la scène politique québécoise. Ouais. Parce que ce sont des... Écoute, c'est la nature de la bête. Ça vient avec, bien sûr, une forme de vision ou une mentalité de la politique qui est différente de celle d'Ottawa. Ce sont aussi des sujets qui sont différents, puisque on fera pas un cours de droit constitutionnel ici, mais au Québec, tu rentres dans le spécifique. Tu rentres dans le spécifique. Oui, mais pourquoi, il faut que tu saches tes affaires. Pourquoi tu rentres dans le spécifique au Québec? Tu rentres dans le spécifique au Québec parce que les champs de compétences sont aussi des champs de compétences qui sont beaucoup plus proches du citoyen. Exact. Donc, t'es pas dans les grandes affaires, tu es dans des choses qui touchent les citoyens au quotidien, donc c'est pas pareil. Mais tu proposes quelque chose puis t'as pas une solution, t'as pas de réponse. OK, vous proposez de ne pas le mettre en tutelle, donc c'est quoi l'alternative? Puis t'as pas une réponse. Excuse-moi, là, fuck, man. Ah ben ça, tu vois, c'est là que je m'en allais. C'est là que je m'en allais. Parce que, je vais juste te dire, qu'un parti politique... change de position ou précise sa position ou que le chef voit les choses un peu différemment et veut donner sa couleur au parti politique, c'est tout à fait normal et tout à fait légitime. N'importe quel chef qui arrive peut donner une couleur, etc. Puis on s'entend à ce que ça soit fait. Mais Pablo Rodriguez, c'est le nouveau chef, donc il veut donner une couleur au parti dont il est chef aujourd'hui, puis ça, je peux le comprendre. Mais c'est ça l'affaire. C'est que si ton mur est d'une couleur, puis tu viens juste peinturer avec une autre couleur au-dessus, c'est pas bon. Peut-être que tu as besoin de sablé avant.
Et c'est ce travail de sablage-là, c'est-à-dire, de savoir pourquoi t'avais mis cette couleur, il y avait cette couleur auparavant, donc pourquoi il y avait cette position du PLQ par Monsef, qui était backé, Monsef Déragi, qui était backé par Marc Tanguay, donc par le chef intérimaire, et par l'ensemble du caucus, qui a réclamé ça, qui avait fait d'ailleurs une grosse boule de neige, qui était d'ailleurs tout à fait logique. C'est-à-dire, franchement, là, genre, je veux dire, quand il pense vraiment à la situation, tout à fait logique. Puis là, tu arrives, puis tu dis, ben non, on donnera pas la tutelle, ou on voudra pas que François Legault, qui a rien vu, qui a rien entendu, qui a pas géré, qui a laissé faire, gérer la tutelle. Ben d'abord, c'est le gouvernement qui gère, ça veut pas dire que c'est le cabinet de Legault qui se met dans je veux dire, le gouvernement, là, tu sais, il y a tout un tas une armée de fonctionnaires à diverses places, etc. Là, il y a des cellules que tu peux mettre en place, tu peux nommer certains hauts fonctionnaires à qui tu donnes la mission à titre, je sais pas moi, de commissaire, par exemple, ou autre, pour gérer une tutelle. Tu sais, ça se fait pas juste comme ça. Oh tiens, c'est tout d'un coup, c'est Legault qui gère la SAQ. Exact. Personne qui pense ça, là. Tu sais, voyons donc, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Tu sais, moi, donc oui, il y a ça. L'autre affaire, c'est que effectivement, si tu as décidé que ça allait pas être la position, tu peux pas dire je sais pas c'est quoi l'autre. Ou on verra plus tard. Non, mais ça n'a aucun bon sens. Ouais. Puis attends, t'es à la tête du parti qui est l'opposition officielle. Dans notre système parlementaire, l'opposition officielle est en théorie le gouvernement en attente. Donc le gouvernement en attente, c'est un parti qui aspire à gouverner, qui pense être prêt à gouverner. Ou meilleur même. Mais tu es prêt à gouverner, mais tu donnerais la gouvernance à une partie tierce qui en plus serait privée. Puis là, j'ai compris que l'entourage parlait de KPMG. Lorsque déjà dans le scandale, dans le fiasco Saclic, il y a PwC qui a pas empêché les problèmes et EY qui n'avait pas empêché les problèmes. Puis là, je sais pas pourquoi, là, honnêtement, franchement, c'est brouillon. Franchement, c'est très, très brouillon. Là, je m'excuse, là. C'est beaucoup de gens aux alentours de ça que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, et c'est très sincère ce que je dis. Mais voyons donc. Ça, qu'est-ce que vous avez foutu cet été? Non mais sérieux? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? OK, vous avez remanié le cabinet fantôme, là. Bravo, excellent. J'applaudis. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez pris connaissance des dossiers? Est-ce que vous êtes assis? Quand je dis vous, c'est pas juste Pablo, c'est lui, puis Pablo Rodriguez, c'est lui, puis tout son entourage, tout son staff, etc. Quand je dis le staff, là, c'est tout. Là, parce que ce que j'ai compris, c'est que le staff a aussi été remanié. Donc, les recherchistes n'ont pas nécessairement les mêmes dossiers, ou il y en a certains qui sont allés occuper d'autres fonctions. Peut-être d'autres sont partis parce qu'il fallait ramener... Pablo Rodriguez arrivait aussi avec sa gang d'Ottawa. Donc, forcément, il n'y a plus de place pour tout le monde. Donc, il y en a certains qu'on a remerciés. Mais, alors, bref... cet été, c'était l'occasion de travailler tous ces dossiers-là, de les connaître, de les maîtriser. Mais c'est pas juste ça, Salim. Tu t'en prêtes. La session parlementaire, bon, là, on a appris qu'il va y avoir une prorogation, mais mardi, quand tu faisais ta conférence de presse, il n'y avait pas mention de prorogation. Tout le monde était aligné à commencer la session parlementaire dans 2 semaines. Et je reviens à ce que tu disais. Elle est où votre préparation? Vous étiez prêt à faire quoi lors de l'ouverture de la session parlementaire? Comment tu peux ne pas être prêt à affronter les sujets les plus brûlants, là, la Saclic, là, il y a rien d'autre, on parle de rien d'autre, là, tu comprends? Puis l'opposition a fait une bonne job avec ça. Ils ont mis de la pression sur le gouvernement. Monsef a fait un travail extraordinaire. Puis là, non seulement tu viens effacer tout ce qui a été fait, puis comme tu as dit, tu as bien le droit de faire ce que tu veux, c'était le nouveau chef, on va suivre ta stratégie, mais il faut qu'il y en ait une stratégie, là. Mais je veux juste te dire, parce que je pense que sur le fond, tu as dit pas mal de choses là déjà. Mais moi, je te dis, genre, juste d'un œil,
j'allais dire d'un œil stratégique, disons d'un œil humblement stratégique, c'est juste à mon niveau, je vois ça. C'était le premier point de presse de Pablo Rodriguez comme chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. C'est déjà deux choses. Honnêtement, je pense que ça aurait mérité de porter une cravate. Ouais. Le chef portait pas de cravate et les deux personnes derrière lui en portaient une. Honnêtement, l'image était pas belle. Ouais. Alors, je sais pas si on essaye de faire Justin Trudeau 2015, mais non, il faut oublier ça. Oh. C'est Pablo Rodriguez 2025. Tu comprends? Là, tu sais, t'arrives là, t'es déterminé, t'es bien, tu sais, je veux dire, je sais pas. En tout cas, moi, le petit côté un peu trop cool, je veux pas paraître un peu, je sais pas moi, conservateur ou un peu, je sais pas quoi, là, mais je sais pas. Moi, j'aurais pensé que pour ta première présence à l'Assemblée nationale, au Hot Room, devant des journalistes dont tu fais connaissance quasiment, là, en tout cas, dans le quotidien, ça aurait valu la peine. Ou alors, tabarouette, demande aux deux autres de virer leur cravate. Mais il vient pas tout seul sans cravate, puis les deux en cravate, puis t'avais l'air trop décontracté. Alors, je comprends que tu n'as pas envie de te mettre de pression, mais sois pas trop décontracté parce que, crois-moi, là, des Louis Lacroix, là, comme journaliste, puis d'autres personnes là, expérimentées, là, je sais pas moi, Antoine Robitaille et j'en passe. Sébastien Bovet. Sébastien Bovet, puis j'en passe, là, il y en a d'autres, là, je veux dire, c'est, tu vas en recevoir des questions difficiles, là, des Tommy Chouinard, là, qui sont dans les détails, là, tu sais. Donc, honnêtement, là, c'était pas fort. L'autre truc que j'ai remarqué, et là, je suis toujours dans la forme, parce que le fond, là, t'as quasiment tout dit, là, mais un point de presse, généralement, comment ça se passe, c'est que tu arrives, puis là, tu sais, bonjour, puis là, tu t'adresses aux médias qui sont là. Tu passes ton message. Honnêtement, en tout cas, j'aime pas dire ça dans le sens que j'ai pas la vérité infuse, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un peu mon métier de faire ce genre de choses-là. Honnêtement, j'ai écouté le message, je suis pas sûr d'avoir très bien compris le message. Tu sais? Non, mais je suis capable d'imaginer, oui, tu sais, fondamentalement, est-ce que je suis capable... Mais ça, c'est toi. Mais oui, c'est toi. Le citoyen. Mais exactement. Non, mais exactement. Puis tu sais, c'est quoi la preuve de ce que je viens de te dire? La première question qui a été posée n'était pas sur le sujet sur lequel Pablo Rodriguez venait de faire son ouverture. Ouais. C'était sur l'intention du gouvernement de légiférer sur les prières de rue, dans les rues. Et là, tu te dis, aïe, aïe, il vient de parler pendant 5 minutes d'un sujet, c'était ça le but, puis le journaliste, il s'en est complètement foutu de ce qu'il vient de dire. Puis la première question qu'il lui pose, c'est sur la prière de rue. Et sais-tu pourquoi il a posé la question sur la prière de rue? Alors, oui, bien sûr, parce qu'il a été un peu désintéressé par ce qu'il venait de dire, parce que c'était mal organisé. Mais il a posé aussi la question parce que quand le rapport des 2 pseudo-experts de la semaine d'avant était sorti sur les questions de laïcité, il était où le PLQ? Ouais. Il était où? Exact. Je pense qu'ils sont encore en vacances. Mais, je veux dire, ils vont m'en vouloir, là, tu sais, je le sais, mais je m'excuse, là, mais je dis, mais oui, mais t'as absolument raison. Tu viens une semaine en retard, puis tu t'attends à ce que les journalistes... Tu sais, le cycle des nouvelles est complètement changé. Le premier ministre est en train de te paraître devant une commission, puis tu me parles d'une affaire qui date d'une semaine. Oui, mais je veux juste te dire un truc. Alors, pour ceux qui vont peut-être m'en vouloir et qui vont m'entendre, là, je les entends dire que je fais ou je joue au gérant d'estrade. Oui, je suis un gérant d'estrade. Oui, effectivement, je suis un gérant d'estrade qui voit ça, qui est quand même sympathique à la cause libérale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, oui, je suis un gérant d'estrade, mais savez-vous quoi? Il y en a 8 millions d'autres des gérants d'estrade qui vous écoutent et qui votent. Puis au moment où on se parle, ça ne penche pas de votre bord. Voilà. Fait que, alors, je m'excuse, on peut m'en vouloir pour ce que je dis, ou on peut prendre ça de manière constructive et de se dire, ouais, peut-être qu'on devrait peut-être réajuster le tir. Parce que non, vous n'étiez pas prêt. Non, vous avez mal préparé votre chef.
Non, votre chef était pas prêt. Non, ça s'est pas bien passé. Puis pour l'amour du ciel, là, hey, c'est la décision du chef, shut the fuck up, là, ça marche pas, là. Ça marche pas. Non. Ça, là, écoute, là, sincèrement, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, je rêve. J'ai fait rewind, là, je suis revenu un peu en arrière, tu sais, parce qu'il y a un enregistrement, là, pour me dire, mais non, il n'y a pas dire, non, mais ça veut dire quoi? Parce qu'il a toujours dit qu'il venait avec de l'humilité. On apprécie cette humilité, les gens ont apprécié l'humilité. Puis là, là, sa première conférence de presse à l'Assemblée nationale, je sais pas comment les députés vont vivre ça. En tout cas, j'espère qu'il va avoir, parce qu'il y a un caucus, je crois, la semaine prochaine. J'espère qu'il aura l'intelligence de revenir sur ce petit truc-là pour dire, regarde, ça m'a... Je sais pas, ça arrive. Ça arrive. Ouais. L'erreur est humaine. Pablo Rodriguez est humain. Il a fait une erreur, il en fera d'autres. La question, c'est que quand tu fais une erreur, peut-être qu'il va falloir... Puis, tu parlais du fait qu'ils ont envoyé par la suite Monsef pour tout arranger. Monsef Deraji, qu'on a reçu ici. Franchement, Monsef, là, ça prend du courage d'être humilié par ton chef, puis 2-3 heures plus tard, d'aller corriger le tir d'aller corriger ce que ton chef n'est pas capable de faire lui-même. Puis, je veux juste te dire un truc, hein. C'est d'autant plus courageux, et je vais me permettre de le dire, que Monsef Deraji fait partie des 2-3 meilleurs députés, les plus en vue. Il a joué aussi un rôle de leader dans lequel il était très bon. Un rôle qui lui a été enlevé parce que, quand on arrive à la tête d'un parti, il faut remercier les gens et tout. C'est correct. Ça fait partie. Tu sais, on en avait déjà discuté sur ce podcast-là. Puis on s'attendait à ce que les équipes soient remaniées, etc. C'est tout à fait normal. Hein, c'est pas un reproche. Mais tu comprends que lorsque tu piétines un de tes meilleurs soldats, là, je sais pas. Mais viens pas l'humilier sur la place publique, man. Like, what are you doing? What are you doing? Mais je sais pas. En tout cas, regarde, on va mettre ça sur le dos du fait que il est novice, peut-être pas en politique, mais en politique provinciale. On va mettre... c'est une équipe qui a besoin d'être rodée, j'imagine. C'est pas une excuse. Pablo, c'est pas n'importe qui. Là. Tu fais de la politique depuis quoi? 2004? 2005, whatever? 2004, il a été élu la première fois, mais... Non, mais attends. Regarde. Non, mais ça fait plus de 20 ans que tu fais la job. Là, tu sais exactement comment faire un point de presse. Tu sais c'est quoi la pression des médias. Tu as déjà vécu de situations pires. Donc, mais je veux le défendre sur une affaire quand même, parce que je pense qu'on a dit le côté qui nous a le plus dérangé, là, mais on peut dire autre chose. C'est que c'est jamais facile d'arriver sur une nouvelle scène. Même ceux qui passent du municipal, du provincial au municipal, ou du municipal au fédéral, ou un truc comme ça, il y a une forme d'adaptation. C'est juste un peu dommage qu'on n'ait pas profité de l'été pour maîtriser tous les sujets, de rencontrer tous les députés, tous les porte-paroles, d'aller au fond de chacun des sujets, d'avoir des fiches. J'imagine qu'ils les ont fait, qu'ils ont des fiches, mais des fiches détaillées sur les affaires, etc. Peut-être que ça a été fait, mais en tout cas... mais c'est dur à croire que ça n'a pas été fait, Salim. Mais c'est juste... En tout cas, mais moi, à voir ça, en tout cas, je sais pas sur les autres sujets comment c'est, là, mais en tout cas, celui-là, qui était le plus chaud, puisque la commission Galland a siégé depuis la mi-août. Donc, c'est celui qui aurait dû être le plus préparé. Donc, moi, ce que je dis, c'est que il a une courbe d'apprentissage. Il arrive là. Il faut arrêter. Moi, en tout cas, si j'avais un conseil pour lui, ce serait, OK, arrête de penser, j'ai été ministre, je connais ça, j'ai des réflexes. Non, il faut partir à zéro, là. Tu partiras jamais totalement à zéro, mais il faut que dans ta tête, tu te dises... Oui, mentalement, tu n'es plus à Ottawa. Voilà, là, exactement. Et tu t'adaptes à ta nouvelle réalité, que tu adaptes ton équipe à ta nouvelle réalité. Et il faut que toi et ton équipe puissiez vous assurer, avant d'aller devant une caméra, d'être préparés.
genre au top, top, top. Et moi, je pense que j'inviterai aussi Pablo Rodriguez à ramener à côté de lui des personnes expérimentées, peut-être des personnes qui sont peut-être plus en politique, mais qui connaissent peut-être un peu mieux cette dynamique-là. Tu sais, des gars comme moi, un gars comme Jean-Marc Fournier, là, je le prendrais quasiment comme mentor. Là, tu sais, il n'y a pas que lui. Là, je dis Jean-Marc Fournier comme ça parce que je l'aime bien, puis je sais qu'il a une longue et belle feuille de route, mais il y en a d'autres. Mais quand je dis mentor, je te demande pas de l'avoir comme conseiller à ton cabinet. De toute façon, je pense il le fera pas, évidemment. Mais tu sais, quelqu'un qui va pouvoir te guider, quelqu'un qui a du contenu, quelqu'un qui a quelque chose à t'apporter de son expérience. Et des puristes. Il faut que tu ailles chercher des puristes. Alors, tu peux pas aller chercher des espèces de technocrates dans un parti comme celui-là qui est quand même... c'est-à-dire, le fait qu'il soit ancré dans l'histoire politique du Québec fait en sorte que c'est aussi plus compliqué que d'arriver avec des technocrates quand tu es caquiste. Tu sais, quand tu es caquiste, tu arrives avec des technocrates, c'est un peu naturel. Au PLQ, c'est un peu différent. Alors, en tout cas, je sais pas, je trouve... disons que c'est un faux départ, mais la semaine prochaine, il y a un caucus avec des points de presse et j'imagine qu'ils vont être peut-être un peu mieux préparés sur ce qui s'en vient, surtout que ce caucus-là pourrait arriver tout juste après la formation du Conseil des ministres de François Legault. Non, comme tu dis, c'est une cour d'apprentissage. J'espère qu'ils vont l'apprendre très rapidement. Mais moi, juste pour terminer là-dessus, là, parce que on a fait presque 2 heures quand même, je vais revenir sur ce qu'on disait avant les fêtes. Et c'était moi plutôt qui le disais là, que j'avais parlé à des gens, tant élus que dans l'entourage, qui me parlaient d'un mécontentement qui provient dans le caucus. Okay? Donc, moi, j'espère juste que la job qui a été faite depuis le début de cette session-là, qui a été une session très difficile, on en a déjà parlé, mais il y a eu une méchante bonne job qui a été faite par Marc Tanguay et je veux juste pas voir, et là, c'est mon côté biaisé un peu qui ressort, je veux juste pas voir une situation où tout est gâché à cause qu'on a un nouveau leader, une nouvelle façon de faire, et tu mets tout de côté et tu repousses les gens que tu vas en avoir besoin dans ton caucus et dans l'entourage. C'est pas un concours d'égoïsme, c'est pas un concours de popularité, c'est une question d'équipe. Et en tout cas, Salim, moi je peux dire que selon ce qui m'a été reporté, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont contents, tu comprends? Puis j'espère, je sais pas si durant l'été, il y a eu un travail pour rapprocher ces gens-là, les rassurer. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des ateliers ou des rencontres ou des whatever qu'ils font pour créer un sentiment je sais pas, d'appartenance ou un sentiment de mobilisation. Exactement, tu sais. Mais puis tu sais, des lacs à l'épaule comme ils faisaient à l'époque là où tu sais c'était juste des let's just get together, on va se parler. On peut pas se mettre à dos là, tu comprends? Dans une année tu seras en élection, puis tu as besoin de tout le monde. Et j'ai l'impression que ce qu'on a vu cette semaine, peut-être c'est un résultat d'un climat qui n'est peut-être pas favorable dans le caucus, je sais pas. J'espère que j'ai tort, mais on verra. En tout cas, on verra, mais chose est certaine, c'est que si l'intention c'est de gagner la prochaine élection, ce qui semble logique, n'est-ce pas? Il va falloir rassembler les forces vives et comprendre les critiques plutôt que de les prendre de les prendre personnelles ou de les voir comme de l'adversité, alors qu'elles se veulent être constructives et il faut consulter. Là, les gens là, qui sont dans leur coin et qui pensent qu'ils savent tout, non, excuse-moi, il n'y a personne qui sait tout. Hein. Voilà. Bon.
That's it, tout le monde. Au moins un point là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Allez nous trouver sur YouTube, s'il vous plaît. Abonnez-vous, aidez-nous à grandir sur cette plateforme-là. On est sur tous les réseaux sociaux. Allez nous écouter sur Spotify, Apple Podcast ou Amazon. Il y a des options. Vous pouvez mettre des étoiles pour mettre un rating sur les épisodes. Aidez-nous. Puis on vous apprécie énormément. On va vous voir très bientôt sur un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Ciao, bye. bye.